Bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Grand Prix. Oui, on est lundi, je suis désolé, voilà, il faut de temps en temps que l'on bouscule les choses, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler évidemment du Grand Prix des États-Unis de Formule 1. Écoutez, c'est une émission, on espère qu'elle va décoller, bien évidemment, comme certains. Et voilà, il s'est passé des choses. Donc, si vous êtes fan de la FIA, bien évidemment, non, hein, c'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment. Merci Tatif qui nous envoie 30 bits d'anniversaire, ce mignon comme tout. Ce sont des petits gâteaux qui n'arrêtent pas de rebondir, c'est fou. Bon, c'est merveilleux. Vous le voyez à côté de moi, Paul, qui vient de revenir à la nage d'Austin. C'est pour ça qu'il est un petit peu fatigué, le garçon. Comment ça va? Ouais, ça va, bonsoir à tous. Ouais. On s'excuse pour les petits yeux. Effectivement, le week-end a été bien rempli. Ce que je disais juste avant l'émission, on a eu le Japon il y a 2 semaines avec les horaires très tôt et là les États-Unis avec les horaires tardifs. Mais bon, voilà, on est là. Et puis, encore une course intéressante à débriefer, même si, voilà, encore une fois, comme tu l'as dit, bah, si vous voulez pas entendre parler de la FIA ce soir, il faudra repasser probablement parce qu'ils ont encore réussi à se faire remarquer ce week-end pour quelque chose d'encore nouveau. C'est ça qui est bien, c'est que c'est nouveau à chaque fois. Oui. Et malgré tout, un nouveau titre à célébrer en forme d'hommage, on va dire. Donc voilà, une belle course malgré tout, on va dire une belle course tactique ce dimanche. Oui, c'est assez intéressant à suivre. Alors, effectivement, c'est l'avantage. En même temps, Paul, la F1 est sur Netflix depuis maintenant 4 ans. C'est bien, quand on fait une série, il faut savoir se renouveler. Donc, si la FIA n'était à signaler que pour les mêmes choses à chaque fois, la série s'essoufflerait. Parce que tout cela n'est qu'un divertissement, vous le savez. Bien sûr. Mais, alors là, tu vois, bon, Formule Blast, c'est même plus les boomers aigris. Là, c'est vraiment là, les mecs qui n'en peuvent plus. De toute façon, c'est du pognon. Hein. Les mecs oublient un peu vite que le fric, c'est du pognon aussi à la FIA. Donc, à un moment donné, faut pas l'oublier. Comment ça va, Manu? Écoute, ça va. Bonsoir à toi, bonsoir à tous. Déjà, joyeux anniversaire à toi avec un petit peu de retard, mais quand Ah même. oui. Merci beaucoup. 44 ans, ça, Bah, c'est ça. Hein, ça se fait. Bientôt, Fernando va te rattraper. Mais non, sinon, écoute, ça a été un super Grand Prix en partie, mais comme d'habitude, la FIA arrive à gâcher la fête. L'avantage, c'est que tu dis les fans de la FIA vont être un peu froissés. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de fans de la FIA, donc au moins, on va pas froisser grand monde. Eh, on ne sait jamais. Hein. Franchement, on pourrait être surpris. À part les gens qui bossent à la FIA, quoi. Et encore. Je suis Pas faux. pas certain. Silence que dit pas mal l'idée de faire des grands prix pour faire la promotion de Drive to Survive. Mais c'est ça. C'est 24 teasers tout au long de l'année pour la nouvelle saison. Ce sont des bandes annonces du film avec Brad Pitt. Oh putain, merde. Je suis navré, j'ai pas prévu la photo de Brad Pitt. De Brad Pitt, pardonnez-moi. Oh là là, quel lapsus. Il n'est pas arrivé souvent ce week-end. Non, mais j'ai oublié. Ah là là. Non, parce que la photo de James Corden, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais là, on l'a un petit peu moins vu que James Corden. Mais il a été moins volontaire, surtout pour être à l'écran. Du coup, c'était moins désagréable. Il était là parce qu'il était là et que tout le monde voulait le filmer, mais c'était pas James Corden qui se popait devant les caméras. J'ai vu que Martin Brundle, apparemment, s'est fait rejeter sur la grille. Oh. Par Brad Pitt. Donc ouais, non, c'est compliqué. Ouais, Non, mais c'est vrai que c'est bête, après, je comprends. Enfin, voilà, il voulait être la pépère, tu vois, c'est pas... Enfin, il prépare pas un film sur la F1 non plus, donc c'est pas... Il était pas en promo, quoi, si tu veux, donc ça va. C'est incognito. Non, ce que c'est plus connu sous le nom de Brad Stand, ici, évidemment. Brad Puy au Québec. Brad Pitt, bien sûr. Ah oui, non, Il avait dû prendre pas mal de t-shirts avec lui parce qu'il avait vraiment toutes les couleurs. Hein. À chaque fois, on le voyait dans une équipe différente. Orange chez McLaren. Ah, mais ils ont fait leurs chiffres. Hein. Le merchandising de c'était... la F1, c'était merveilleux. Hein. Il s'est bien sorti. Ouais. Et puis, alors, comme le dit également Laurentin, évidemment, nous allons... voilà, je vais désormais lever ma bouteille pour Tim Cook, mais le faire avec autant de passion que Tim Cook. Franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu quelqu'un se faire autant chier devant de la F1 sous les caméras. Ah non, mais là, c'était assez incroyable. Puis alors, ce qui permet au moins de savoir désormais que le drapeau d'ami est une nappe. Hein. Je veux dire, il n'y a plus de... Enfin, il y a absolument... C'est fait en plastique, c'est pas possible. Le truc ne flotte pas. C'est un damier, c'est littéralement un damier, en fait, qui bouge comme ça. Ah, pardon, sinon, c'était un tout petit peu trop enflammé, mais c'est la passion qui parle, bien évidemment. Vous savez qu'on est extraordinairement passionné quand on vient ici vous parler de tous ces grands prix. Non, puis franchement, un grand prix plutôt intéressant. C'était un petit peu le test, évidemment, de ces monoplaces 2022 sur un circuit comme Austin. Ça s'est plutôt bien passé. On a eu des belles batailles. On a eu Sébastien Vettel. Bon, ça, on en parlera tout à l'heure, mais il a été absolument incroyable. Et puis, on a eu une victoire de Red Bull. C'est le petit truc qui est assez rare, finalement, et qu'on retrouve de moins en moins.
Mais c'est la victoire de Max Verstappen et de sa Red Bull. Red Bull qui devient donc du coup champion du monde, hein. Ça y est, le titre mondial. Premier titre des constructeurs pour Red Bull depuis 2013. Comme ça, au moins, voilà, ça fait un truc novateur, hein, dans cette saison. Max Verstappen qui s'est lancé de la deuxième place sur la grille et qui est allé gagner. Bon, Sergio Perez qui est un peu remonté, c'est déjà aussi, voilà, il va chercher la quatrième place qui permet de continuer d'avoir ce nouveau titre. Mais bon, écoutez, voilà, Verstappen qui revient bien, Paul, quand même, d'un arrow stand assez désastreux, qui nous a fait du Verstappen dans le texte juste après l'arrow stand, mais qui ensuite, il s'est craché dans les mains. Ouais, c'est ça. Cette victoire. C'est ça, Red Bull lui a dit, écoute, t'as eu la vie un peu trop facile ces derniers temps, donc une fois n'est pas coutume, on va faire une Ferrari, on va rater ton arrêt. Et puis la grosse différence qu'il a sur ses concurrents, c'est qu'un arrêt de raté de 11 secondes, ça l'empêche pas de gagner la course. On avait tout eu cette année, il avait eu des pénalités, il était parti de toutes les positions sur la grille. Ce qu'il n'avait pas encore fait, c'était gagner après un arrêt au stand complètement foiré. Voilà, comme ça, pour compléter la collection. Non, mais c'est effectivement, encore une fois, il était sur son autre planète. Dès qu'il avait pris le meilleur au départ sur Sainz, la messe était un petit peu dite de toute façon. Et clairement, sans les voitures de sécurité, sans les interruptions de course, il aurait très clairement, je pense, pu creuser l'écart un peu plus. Il était en gestion. Mais le fait qu'il y ait eu la course neutralisée, ça a pu donner une opportunité aux autres. Et ça a peut-être mis Red Bull un peu sous pression, même si bon, c'est un pistolet, notamment au niveau de l'arrêt qui dysfonctionne. Donc bon, ça peut arriver à n'importe quelle équipe aussi. C'est pas forcément une grosse erreur humaine non plus. Comme tu dis, la réaction de Verstappen, un petit peu agacée. C'est vrai que c'est pas la réaction la plus classe. Après, encore une fois, quand ils sont sur le moment, sous le feu de l'action, je me garderai bien de les juger parce que je sais pas ce que je dirais à mon équipe à sa place, encore une fois avec l'adrénaline, tout ce qui va autour. Mais il avait tellement de marge en termes de rythme de toute façon que ensuite, une fois qu'il avait réussi à repasser Charles Leclerc, ce qui avait été finalement peut-être un tout petit peu plus difficile que prévu. C'était plus une question à coup de combien de dixièmes par tour il a rattrapé Hamilton, qui en plus n'était pas forcément sur le bon pneu pour la fin de course, puisqu'il était en pneu dur contre Verstappen qui était en pneu médium. Et là, très, très, très belle victoire, encore une fois. Verstappen qui, au passage, n'a pas réussi à se débarrasser de Leclerc si facilement que ça sur les premiers tours. Hein. Après l'avoir repassé, ça c'était intéressant. Mais on a vu que, voilà, au bout d'un certain moment, dans le relais de pneus, Red Bull a cette supériorité sur Ferrari, c'est qu'ils endommagent beaucoup moins. Et en fin de course, ça lui a permis de doubler Hamilton. Donc voilà, belle victoire de Verstappen. Et c'est une belle victoire pour lui parce qu'on a vu Sainz, c'était un peu plus en difficulté pour le coup, puisqu'il se fait passer par Leclerc en piste pour le gain du podium. Donc, Perez, pas Sainz. Perez, oui, pardon, excusez-moi. Sainz, la course était bien plus courte. Ouais, donc Perez voilà, a perdu le podium contre Leclerc en piste. Donc la preuve qu'il y avait match ce week-end, mais qu'on a vu en fin de course que l'usure pneumatique, encore une fois, était en faveur de Red Bull. Ouais, ça c'est quand même, ces derniers Grands Prix montrent quand même que Ferrari est encore au niveau de Red Bull, ce qui est assez positif parce qu'on ne s'attendait pas forcément en fin d'année. Manu, une victoire de Red Bull, un titre aussi, du coup en hommage bien sûr à Dietrich Mateschitz qui nous a quittés ce week-end. Ouais. Ouais, non, en fait, c'était pas mal de voir Red Bull triompher à Austin. Alors, c'est vrai que moi, j'aurais bien aimé voir Hamilton enfin décrocher sa victoire d'année, mais on a quand même vu un Christian Horner vraiment pas mal touché dans le week-end, parce qu'il y a eu beaucoup de sollicitations autour évidemment de la FIA et des plafonds budgétaires, notamment de l'annonce de la négociation. Il y a eu la mort de Dietrich Mateschitz qui a été quand même assez compliquée, et c'est vrai qu'on avait rarement vu finalement un Christian Horner autant ému. Donc là-dessus, je pense que le week-end était très compliqué pour eux. Et je pense que ça leur a fait du bien d'aller chercher ce titre avec la manière, parce que, bon, encore une fois, il y a beaucoup de couronnes qui sont souvent récupérées comme ça, un petit peu, on va dire, pas au hasard, mais avec un résultat moyen. Là, le titre pilote, c'est grâce à une victoire, le titre constructeur grâce à une victoire. Donc Red Bull veut faire les choses avec l'art et la manière. C'est vrai que là-dessus, il n'y a pas de problème, pas grand-chose à redire. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu c'est là-dessus, c'était bien. Après de toute façon, on a vu que Verstappen avait de la marge, c'est-à-dire que au deuxième tour, il fait le meilleur tour en course, donc il se détache en fait de Leclerc pour le mettre hors de la zone DRS, et après, pendant les 10 ou 12 tours suivants, il tourne une seconde plus lentement que son record. Donc il avait en fait beaucoup de marge, mais qu'il a aussi prise parce que la piste était très piégeuse, notamment à cause du vent. Donc ouais, en fait, c'est une course gérée, quoi, tout simplement. Il a parfaitement géré sa course. Il avait de la marge, il le savait, il en avait moins en fin de course. Il a attaqué quand il a fallu. Encore une fois, il montre que, en fait, ce que Verstappen a gagné par rapport aux autres années,
c'est l'intelligence de course. Là-dessus, on ne peut pas le nier. Il a vraiment beaucoup plus de vision de ce qu'il doit faire avec sa voiture et de comment il doit gérer ses courses. C'est plus facile quand la voiture est intrinsèquement plus rapide, mais ce week-end, les 3 équipes étaient quand même plutôt on va dire, assez serrées. Mais voilà, je pense que moi, maintenant, j'attends juste de voir qu'il puisse enfin avoir cette maturité-là quand il est en lutte 1 contre 1, parce que pour l'instant, il ne l'a pas. Mais hormis ça, c'est vrai que c'est copie parfaite pour Verstappen cette année. Pour pas percuter avec Hamilton, c'est positif pour Non. quelqu'un qui commence à regarder Non, la Formule 1. c'était propre et incisif, mais c'était enfin, ouais, c'était bien. Mais c'est quand même la globalité de ce qu'on a vu tout ce week-end. C'est moi ce qui, d'un point de vue global, j'ai quand même trouvé des luttes assez intéressantes, des pilotes qui étaient vraiment Presque voilà, toutes. presque. Presque toutes. Rassurez-vous, hein, comme Vettel a fini haut, on va vite en parler. Vous en faites pas, le chapitre Aston Martin va arriver. Mais donc voilà, bon, victoire et titre pour Red Bull. Alors attention, la légère ombre au tableau, évidemment, en termes de performance en piste, je parle, puisque bien sûr, le décès de Dietrich Mateschitz, c'était dans toutes les têtes. Mais mon tableau, c'est que Perez perd quand même une place au championnat, du coup, maintenant, face à Leclerc, parce que cette lutte pour la deuxième place est extraordinairement serrée entre les deux pilotes. Mais voilà, il reste encore pas mal de courses, et puis il reste surtout le Grand Prix du Mexique. Dans quelques jours où Perez peut faire mal. Après, ça répond quand même à une question qu'on se posait la semaine dernière, c'était comment Verstappen allait réagir maintenant qu'il avait le titre. Est-ce qu'il avait un peu lâché la rampe ou quoi? Et on voit qu'un Verstappen titré va quand même toujours plus vite qu'un Perez. Donc pour l'instant, je ne vois pas de scénario dans lequel Verstappen irait aider Perez à être vice-champion. En fait. Je pense que Perez va être un peu face à lui-même derrière Verstappen et il va devoir composer avec les Ferrari et puis effectivement se mettre au niveau de Leclerc au moins, et c'est pas forcément gagné en cette fin de saison, parce que la dernière Evo amenée par Ferrari au Japon était vraiment très bonne. On voit que la voiture est quand même beaucoup plus stable et surtout bien plus performante dans les virages rapides. Donc effectivement, je pense que ça va être compliqué pour Perez, mais c'est pas impossible, il a quand même une RB18. Il peut le faire, il peut le faire façon Schumacher. Il claque la pole avec 1 seconde d'avance le samedi, puis après il fait allez Sergio, allez, il le laisse passer 2 fois. Il le laisse passer, il le repasse sans faire exprès parce que, oh bah pardon, excuse-moi, j'ai la pédale de droite, pardon, vas-y, et puis voilà. C'est vrai qu'on l'évoquait déjà il y a 2 semaines, est-ce que Verstappen pourrait aider Perez à Mexico? Il faut déjà que Perez il se qualifie devant les Ferrari, en fait, ça va être un peu ça qui va déterminer, parce que si à chaque fois il est battu et qu'il se qualifie 4e ou 5e derrière 2 Ferrari, voire une Mercedes, Verstappen ne pourra rien faire pour lui, c'est un peu son point faible à Perez. Il faut absolument qu'il soit en première ligne au Mexique s'il veut viser la victoire, parce que si Verstappen se bat seul contre les Ferrari, il va certainement pas l'attendre. Et comme on l'a vu à Austin, les Ferrari, elles sont vraiment pas larguées en cette fin de saison, donc ça peut. Ça va pas être une partie facile du tout pour Perez. Il va devoir aller la chercher en fait, sa victoire. Ouais, très honnêtement, je ne voyais pas les 2 Ferrari monopoliser, avant pénalité, la première ligne en qualif sur un circuit comme Austin. Donc clairement, on a beaucoup critiqué Ferrari, mais encore une fois, on voit que le seul point qu'on n'a jamais critiqué, c'était celui à ne pas critiquer, c'est le développement et la voiture en fait. Parce que vraiment, la F1 75 et ses évolutions fonctionnent vraiment très bien. Et en rythme pur, elle est là. Alors la voiture, maintenant, le gros travail, ça va être sur la dégradation des pneus et l'exploitation de tous les composés de pneus. Ça, c'est ce qui leur manque par rapport à Red Bull. Mais c'est vrai que... Et peut-être trouver un meilleur compromis entre perf qualif, perf course, puisque Ferrari arrive à faire des premières lignes aussi parce qu'ils sont un peu moins bons en course. Mais en fait, l'écart n'est pas si énorme. Encore une fois, c'est surtout l'opérationnel qui aura coûté cher cette année. Et on le voit ce week-end que là... Concrètement, Sainz se fait harponner. Bon, après, on verra les responsabilités, mais il se fait harponner au départ. Leclerc est pénalisé, mais sans ça, clairement, les deux jouent la victoire, probablement devant Verstappen, parce que au final, la Red Bull avait l'air quand même un peu piégeuse. Donc, Ferrari a encore, malheureusement, malgré elle, manqué une nouvelle possibilité de victoire. Ah oui, on va en parler du coup de Ferrari. Ah bah non, faut parler de Mercedes avant. Ah non, oui. Ça change. Nous. L'habitude. On a un conducteur qui est habituel, Red Bull, Ferrari, ils ont fait de la merde au stand, Mercedes, toutes nos habitudes ont été bousculées ce week-end, mais non, c'est bien une Mercedes qui finit 2e et pas loin de la victoire en plus, avec Lewis Hamilton. Bon, c'est con parce que du coup, voilà, j'y ai cru, comme à peu près tout le monde. Un train de pneus près, ça s'est joué. Oui, on rappelle, beaucoup disaient que voilà, Mercedes a fait une erreur en mettant Hamilton en dur, en même temps il lui restait que ça en termes de train neuf, donc il ne pouvait pas faire grand chose de plus. Mais voilà, Lewis Hamilton qui montre qu'il faut toujours compter sur lui évidemment quand les opportunités se présentent. Maintenant il a dit lui-même, maintenant que Austin est passé, vu les circuits qui restent, il pense malheureusement que la victoire ça va être compliqué parce que des arrêts de 11 secondes de Red Bull, il n'y en aura pas tous les Grands Prix, donc ça forcément... c'est ça, parce que là, il y avait le scénario un peu favorable. Il y avait et Leclerc et Perez qui étaient pénalisés sur la grille. Donc déjà, c'était un premier avantage.
Et comme on l'a vu, c'est rare que Red Bull se rate comme ça au stand. Donc là, il y avait, on va dire, et plus les voitures de sécurité, bien sûr, qui ont permis au peloton de se resserrer. Donc tout était réuni. Et c'est vrai qu'on se dit que s'il n'a pas gagné ce week-end, quand tous les éléments étaient de son côté, ça va être compliqué sur les courses restantes. Et au passage, quand même, grand coup de chapeau à Hamilton. Je dirais que dans sa lutte face à Russell, finalement, quand il est vraiment dans ses bonnes dispositions, je le trouve encore supérieur à son coéquipier. Ça se verra peut-être pas en fin de championnat, en fin de saison, parce que Russell a encore 20 points d'avance. Ce sera difficile à combler en 3 courses. Mais finalement, quand on voit les week-ends où ça marche vraiment, vraiment très bien pour Hamilton, je trouve qu'il est encore au-dessus de Russell. Et Russell qui a fait, bon, c'est même pas parce qu'il a fait une erreur que je dis ça, mais on voit qu'il n'est pas encore tout à fait au même niveau de pointe dans un week-end où tout va bien. Il a été récompensé pour sa régularité cette année. Russell, il a été impressionnant de constance, mais on voit qu'en termes de vitesse pure, quand tout fonctionne, Hamilton est encore un petit peu dessus. Et je suis content pour lui parce que c'est vrai qu'il y avait commencé à y avoir des critiques un peu en début de saison qui franchement n'avaient pas de sens. Est-ce qu'il était déjà fini? Non, on l'a rappelé dans cette émission notamment qu'il utilisait en début de saison des réglages des fois un peu plus extrêmes pour justement comprendre ce qui ne fonctionnait pas sur la W13, là où Russell utilisait des réglages plus classiques pour aller chercher directement une performance. Et là, c'est bien de voir qu'en fin de saison, il est vraiment bien là. Il répète ces dernières semaines qu'il a envie de poursuivre. Et franchement, vu le niveau qu'il a en ce moment, il aurait tort de se priver de quelques années en plus en F1 parce que là, vraiment, cette victoire aurait été méritée, même s'il y avait un peu de réussite derrière. Il en faut, surtout quand on a la 3e voiture du plateau. Mais franchement, voilà, très, très bon week-end pour lui. Ouais. Et moi, j'irais même plus loin en disant que je pense qu'il a eu ce niveau-là toute l'année. Comme tu disais, il testait des réglages extrêmes et surtout, ça veut dire que pendant toute la première partie de l'année, il n'a jamais travaillé ses courses le vendredi, qui est le jour où on travaille la course. Donc, en fait, on voit que depuis Spa et que la Mercedes est revenue quand même proche des deux autres, plus proche en tout cas, Hamilton travaille les vendredis pour lui tout seul et non plus pour l'équipe. Il ne se sacrifie plus dans les réglages, dans les données, dans les expérimentations. Et en fait, ça va tout simplement, il est meilleur parce qu'il travaille ses qualifs, il travaille ses courses, il travaille son week-end comme il le veut. Il arrive enfin à faire des progrès qu'il veut entre le vendredi et le samedi, ce qui a toujours été sa grosse force et qui n'était pas en début de saison parce que en fait, il avait 0 données quand il arrivait le samedi matin à part celle de Russell. Et là, on voit justement que maintenant qu'il fait ses week-ends comme il les faisait avant, tout fonctionne et il est devant tout le temps. Il est devant en qualif, il est devant en course, il est plus rapide et voilà. Et ça, c'est pas une insulte à Russell de dire ça. Russell ne mérite pas forcément d'être devant au championnat. Il l'est parce qu'il a fait une excellente saison. Là-dessus, il n'y a aucun problème à dire. Mais en fait, c'est pas incompatible. Russell a fait une très très bonne saison et honnêtement, pour une première saison chez Mercedes, il a été plus qu'au niveau. Il a été mieux que 80% des saisons de Bottas. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais Hamilton est toujours la référence dans l'équipe et surtout Hamilton est toujours probablement le meilleur pilote du plateau puisque voilà, il a cette expérience, il a cette polyvalence. Et il n'était pas devenu mauvais du jour au lendemain, il était juste au service de l'équipe. Il ne l'a pas trop crié sur les toits parce qu'il n'a pas voulu spécialement que ça se... Enfin, l'équipe n'a pas trop communiqué là-dessus. Mais on voit aujourd'hui que quand il travaille pour lui, ça fait totalement la différence. Ouais, non, ça marche extrêmement bien pour Lewis Hamilton. Bon, George Russell, voilà, il y a quand même une pénalité de 5 secondes qui vient rendre sa course plus compliquée. On en pense quoi de cette pénalité? Moi, je me mets de l'avis de ceux qui trouvent que c'était un poil trop. C'est quand même plus... Enfin, je trouve qu'il y a quand même plusieurs circonstances. Oui, il freine un peu tard, il bloque la roue, je suis assez d'accord. Mais on voit qu'il va pas partir très large. Tu vois, il arrive encore, je trouve, relativement en contrôle. Et il y a Sainz qui va recouper sur Verstappen, qui joue aussi un rôle. Donc, ouais. Sainz agit comme dans un duel en milieu de course, comme si c'était tous les deux. C'est vrai que c'est dommage. Mais il laisse quand même de l'espace à l'intérieur. Et de toute façon, pour moi, Russell rate son virage. Je pense que même s'il n'y avait pas Sainz, en fait, il serait possiblement allé percuter une autre voiture plus à l'extérieur parce qu'il était vraiment, il arrive trop vite et il arrive trop à la perpendiculaire du point de corde, pardon. En fait, il est quand même un petit peu à la ramasse. Donc pour moi, c'est un incident de premier tour, donc il aurait pu en rééchapper comme ça. Mais malgré tout, je pense que, quand on voit le freinage qu'il fait avant le point de freinage, il est derrière Hamilton. Il le dépasse et il va quand même aller jusqu'à la Ferrari qui était largement devant lui au moment de freiner. Donc pour moi, il freine trop tard, il freine pas assez. Et en plus, du coup, vu que la voiture est un peu en perte de contrôle, voilà, c'est de sa faute. Je pense que Sainz, oui, prend un peu le virage comme s'il était tout seul, mais il était quand même pas non plus trop à l'intérieur. Donc pour moi, c'est pas démérité, je pense. Non, je partage ça. Je dirais quand même surtout faute à Russell. Peut-être une petite faute de jugement de Sainz de penser qu'il peut recroiser à l'intérieur comme ça. Et je rejoins Manu, c'est un peu un incident de premier tour, surtout sur ce premier virage qui est quand même très particulier.
où franchement, vu la largeur de la ligne droite et le goulot d'étranglement qu'il y a au premier virage, il y a régulièrement des touchettes en début de course, donc ça peut arriver. Donc ouais, je partage ton avis, Manu. Petite faute de Russell quand même qui arrive trop vite et qui freine trop tard. Mais Sainz ne doit pas recroiser comme ça. En plus, il a déjà perdu la position sur Verstappen à ce moment-là. Je vois pas trop ce qu'il a gagné à recroiser par la gauche. Il avait tout intérêt à essayer de rester à l'intérieur pour se couvrir au maximum justement des voitures qui sont à l'intérieur. Mais malgré tout, voilà, je ne veux pas mettre la responsabilité sur Sainz. En plus, ça lui détruit littéralement sa course. Donc, petite faute sur Russell. La pénalité, j'ai du mal à juger parce que c'est toujours pareil. À partir du moment où on donne la pénalité au pilote, on considère que c'est lui qui est fautif sur l'action. Mais à partir de là, on juge quoi? On juge juste sa faute, ou est-ce qu'on juge l'impact de la faute? Je sais qu'on n'est pas censé juger l'impact, mais en soi, s'il prend que 5 secondes alors que son concurrent est hors course, c'est toujours très ambigu. Il est responsable, mais on lui donne entre guillemets que 5 secondes. Voilà, c'est toujours cette ambiguïté. Moi, je suis pas en train de dire qu'il méritait plus ou moins. Je suis en train de dire qu'à partir du moment où on pénalise un pilote et que lui continue sa course et que l'autre est hors course, c'est toujours très délicat de juger, quoi. Oui, moi je l'aurais enlevé sur le droit arrière. Mais après, voilà, chacun met la faute qu'il a. Tu dis ça parce que tu bosses chez Peugeot, c'est juste ça. Voilà. Si je pouvais, d'ailleurs, je enleverais tous leurs ailerons arrière. La grille serait beaucoup plus agréable à regarder. Sinon, ce que dit, c'est la FIA, ils jugent ceux qu'ils veulent. Ça, Ouais, après, voilà, ça rentre. Je crois, Paul, que malheureusement, tu vas trop loin pour la FIA en disant est-ce qu'on juge la faute, est-ce qu'on juge la conséquence? Ils savent même pas eux-mêmes. Parce qu'un jour, ils jugent la faute, le lendemain, ils jugent la conséquence, le troisième jour, ils jugent ce qui s'est passé en piste. Enfin, il n'y a aucun sens, en fait. Donc, malheureusement. Il a mise Ocon, je crois, l'an dernier au départ. Non, il y avait eu un accident. C'est Aston qui se retrouve en tête à queue, je crois. Mais Enfin, oui, voilà, mais il y a eu un truc comme ça où ils n'ont absolument pas jugé. Ils ont dit, ouais, c'est un départ. Oui, bah, d'accord, mais bon. Et non, c'est ça, c'est qu'ils jugent un départ. Genre l'an dernier, c'est au Mexique, il y a un tête à queue. Quelqu'un qui harponne l'autre, il juge que c'est au départ, donc il n'y a pas de souci. Par contre, sous la pluie, Gasly se fait pénaliser alors que les conditions étaient déplorables. Donc, en fait, c'est tout le temps comme ça, quoi. Vous savez ce que dit que si Bottas et Ricciardo en 2022, ils font la même chose que Sainz, ils risquent pas de se faire taper par l'arrière. C'est sur ce mot extraordinaire qu'on va accueillir Monsieur Alexandre, qui s'hydrate, c'est important. Comment ça va? Vous avez vu, il a essayé de se mettre vraiment à droite de l'écran. C'est très beau. Tout en bas. Ouais. Comment ça va? Bonsoir, ça va, désolé, c'est Nicolas Latifi qui m'a amené chez moi. Donc c'est vrai que oh putain. Bah non, t'es arrivé déjà, donc c'est pas. En tout cas, c'est pas celui de ce week-end. C'est pas Carlos Sainz du coup. Voilà, oui, c'est pas Carlos Sainz, ça c'est sûr. Sinon, j'aurais fait les 30 premières secondes de l'émission. Alors, en fait, dit Gasly, il n'a pas beaucoup. Ah oui, on en parlera tout à l'heure de la Gasly qui a raté à peu près tout ce qui était ratable dans un Grand Prix, en tout cas, du point de vue de la FIA. Il a un conflit ouvert avec la FIA. Oui, je pense. En fait, voilà, il a été le lanceur d'alerte sur la grue et depuis, il s'en prend là la gueule. Il tire sur le messager depuis. Voilà, à un moment donné, ils ont... C'est leur manière de répliquer. On ne peut pas juger. Mais justement, on parlait des 30 premières secondes de l'émission. Bah, effectivement, c'est à peu près le temps qu'a duré le Grand Prix de Carlos Sainz. Moi, j'aime beaucoup les pilotes Ferrari, merci, parce qu'à part le visuel où vous savez, je mets la position sur la grille, j'ai pas eu à changer grand-chose puisqu'ils ont fini 3e pour Charles Leclerc, comme au Japon, et abandon pour Carlos Sainz, comme au Japon. Donc comme ça, au moins, c'est très facile, très pratique. Charles Leclerc qui récupère quand même la 2e place du championnat, du coup, avec ce nouveau podium. Belle course, quand même. Alors, belle course, bien aidé aussi, si je dis pas de bêtises, par le premier safety car qui tombe à un bon moment, mais il a fait une belle remontée. Là, il repart 6e, je crois, ou 5 ou 6 après la première voiture de sécurité. Il faudrait que je revérifie. Mais oui, il avait déjà gagné quelques places dans les premiers tours. Et très bon rythme. Et eux-mêmes étaient surpris de la bonne tenue des pneus chez Ferrari, et notamment du pneu médium qui s'est dégradé beaucoup moins vite que prévu. Et on a vu que Leclerc, Sainz, on ne saura jamais malheureusement, mais Leclerc, en tout cas, avait de la performance. Le seul doute que j'aurais eu, alors, voilà, il n'a pas couru, donc c'est difficile à dire, mais Sainz a quand même des soucis avec la gestion des pneus ces dernières courses, surtout par rapport à Leclerc. Donc, je sais, ça aurait été vraiment intéressant de voir ce qu'il aurait pu faire, notamment face à Verstappen. En tout cas, pour Leclerc, ça a plutôt bien marché. Et même quand après la 2e relance de course, Verstappen, après l'arrêt au stand raté de Verstappen, il est en lutte avec lui, il arrive à lui tenir le rythme, comme on disait juste après, pendant un certain temps, avant que ses gommes finissent par le lâcher. Mais c'était un bon Grand Prix finalement en termes de performance pour Ferrari. Et pour Leclerc, qui a gommé une belle pénalité sur la grille. Et voilà, dans une saison où ça a été vraiment compliqué, là, il faut quand même le dire,
il y a un incident de course au premier virage, ce qui n'est pas de leur fait. Et pour le reste, ils ont fait une bonne course avec un bon rythme et une gestion des pneus meilleure que ces derniers temps. Donc, de ce point de vue-là, sur le plan performance, c'était, on va dire, un bon week-end pour Ferrari. Ouais, on a l'impression que ça travaille un peu pour 2023 chez Ferrari. On a l'impression qu'ils essaient de. Bon, il y a toujours les plans B, plan C, plan D, plan E. On a l'impression qu'ils ne savent pas comment faire les stratégies. Alors, ils font tous les catalogues possibles, mais à part ça, on voit quand même que ça a travaillé dans les stands, ça travaille sur les applications de stratégie, sur les réactions. Et j'ai l'impression de voir une Scuderia un peu plus sereine. Alors, est-ce que finalement, c'est parce que l'enjeu n'est plus là et qu'au final, voilà, ils ont perdu les 2 titres, donc maintenant, ils savent qu'il n'y a plus grand-chose à perdre et on y va avec un peu plus de décontraction? Ou est-ce que vraiment, il y a un mieux, et grâce justement à l'entraînement et puis aux leçons tirées des problèmes de début de saison, enfin début de saison, de tiers de saison, on va dire. Mais en tout cas, ouais, ça a l'air d'aller un peu mieux. Et c'est vrai que la Scuderia telle qu'elle est actuellement me semble être une équipe plus solide qu'elle était il y a quelques courses. Donc après, bon, Sainz, elle est quand même sur 2 abandons consécutifs. Il y a pas mal de choses à revoir, mais c'est vrai que du point de vue de l'exécution, ce Grand Prix a été plutôt bon. Moi, je dirais que c'est paradoxal, c'est un peu le miroir inversé du début de saison. On avait une performance pure qui était au rendez-vous d'un côté, et d'un autre côté, l'exécution qui était catastrophique. Plus la saison avance, et plus j'ai l'impression que c'est l'inverse. La performance pure recule parce que je pense qu'il y avait clairement match entre Hamilton et Leclerc, et je crois même qu'en rythme de course, Hamilton était légèrement devant Leclerc. En revanche, l'exécution, c'était parfait, alors que ça pêchait plus du côté de Red Bull. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut. On peut à la fois être rassuré chez Ferrari, qui progresse du point de vue de l'exécution, mais au niveau de la performance et des évolutions, j'ai l'impression qu'il régresse. Et si la tendance se poursuit, ce serait plutôt un match, on parlerait Red Bull-Mercedes l'an prochain, que Ferrari qui commencerait à décliner. Donc, il y a à boire et à manger dans cette deuxième moitié de saison de Ferrari, avec toujours un gros souci pour les gommes pour Charles Leclerc. Je pense que ça doit être leur élément principal. Je ne sais pas si en plus la réduction de 20 degrés des couvertures chauffantes va leur faire du bien aussi l'an prochain, ou la construction des pneus. Mais voilà, je pense que c'est un peu le miroir inversé. L'exécution, ça va mieux. La performance, ça vaut moins bien. Alors, je ne sais pas s'ils ont envoyé leur mécano en stage chez Red Bull, puis chez Aston Martin ce week-end. Mais voilà. C'est à la fois rassurant et inquiétant pour moi. Ça se décompte comment dans le plafond chez Red Bull, du coup, s'ils ont des mécanos Ferrari qui viennent faire des trucs? Déjà, ça dépend si tu comptes ou pas les repas. Bah oui, non mais évidemment. Mais voilà, d'ailleurs, merci beaucoup à... Désolé, mais camion de lubrifiant qui nous dit qu'il s'abonne. Donc merci beaucoup, et surtout qu'il nous dit que le prix d'un sub, c'est visiblement plus qu'un sandwich à la cantine Red Bull. Ça, encore une fois, voilà, mais imaginez le pognon de dingue si on devait commencer à fournir les repas gratuitement à l'équipe de Grand Prix. Mais là, moi, je mets la clé sous la porte immédiatement. La fondation ne peut plus gérer. Mais voilà, effectivement, on a eu des infos sur ce fameux dépassement budgétaire de chez Red Bull. C'est bien, c'est un feuilleton. C'est le meilleur feuilleton du monde parce que personne ne dit rien. Il n'y a aucune communication officielle, mais tout sort. J'aime beaucoup. C'est vraiment, voilà, c'est la F1 qu'on aime. Il y a des fuites absolument partout. Quel enchaîné. Et du coup, ça permet de savoir qu'il y avait 1,8 million en trop, que ça n'est pas Adrian Newey. Moi, je suis très triste. Du coup, le fait que ce ne soit pas Adrian Newey, mais Dan Fallows, je n'ai rien contre lui, mais c'était beaucoup plus sympa avec Adrian Newey. Imaginez que chez Red Bull ne savait même pas que le salaire d'Adrian Newey devait compter, ça me paraissait plus drôle. Mais c'est un point plus épineux qui vaut la peine d'être soulevé. Est-ce qu'ils n'auraient pas dû le soulever plus tôt? Ça, c'est la question. En tout cas, c'est vrai que ces gardening leave sont assez compliqués à comprendre. Les fuites dans le plafond, on dit Tramway. Bah oui, c'est le souci principal. En 2021, on a beaucoup parlé des fonds plats et des planchers. Là, on parle des plafonds. Alors attention, Axel Follet qui nous dit les fuites, au début, ça paraît de 5,8 millions en trop. Tu n'as pas lu l'excellent article écrit par le non-moins excellent Alexandre, évidemment, mais en fait, les 5,8 millions sont la différence entre le calcul fait par la FIA sur X dépenses et le calcul de Red Bull. En gros, Red Bull a calculé un seuil de dépenses, en tout cas des dépenses particulières. Ils ont décidé que eux, ça faisait 4 millions. Ouais. Mais sauf qu'en fait, la FIA a dit non, ça fait 5,8 millions. Mais c'est pas 5,8 millions de dépassement budgétaire, c'est... Heureusement qu'il s'était laissé, heureusement que c'était 4 millions de marge, parce que c'est 5,8 moins les 4 de marge. S'il n'y avait pas eu cette marge et s'ils étaient à la limite du plafond, comme peut-être les autres équipes, c'était un dépassement de 5,8 millions. C'est ça. Mais ce qui serait toujours un dépassement mineur. Puisqu'en dessous, c'est ce que j'allais dire, paradoxalement, ça ne changerait rien à l'infraction. Voilà. Ah, ça, on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas de... c'était pas à la carte.
On a Quoi, hâte tu de- veux dire que le règlement n'est pas précis? Moi, ça me Moi rappelle un aussi. peu Michael Masi qui faisait le marchand de tapis à Jeddah l'an dernier. Mm. Bref. toujours agréable ça, hein, d'avoir un règlement bien clair pour pouvoir facilement comprendre quelles vont être les différentes pénalités. Ça alors, bah oui, on va déjà parler de McLaren. Oh Manu, alors, c'est merveilleux, hein, Moi, parce je que serais content. moi personnellement, Lando Norris, je l'ai pas vu du week-end, mais il finit 6ème, alors que Daniel Ricciardo, je l'ai pas vu du week-end. J'allais dire, j'ai un gros problème avec McLaren. Je comprends pas leur stratégie de n'engager qu'une voiture par week-end. En fait, la F1, normalement, c'est 2 voitures. Et ce serait bien. Donc, j'ai hâte d'être à l'an prochain. Alors, plus sérieusement, excellent week-end de Norris, encore une fois. Sauvé par Joe qui rate son tour, enfin, qui dépasse les limites en Q2. C'est en Q3, mais bon, au pire, il gagne pas énormément de place. Par contre, c'est vrai que sa course a été excellente, notamment la fin de course. Après, Ricciardo, en fait, on en vient à un point où là, ça fait carrément, ça rend triste parce que même lui, hier, il était quasiment au bord des larmes pendant l'interview d'après-course. J'ai du mal à voir, enfin, à ce rythme-là, si le Mexique se passe aussi mal, voire pire, je sais même pas s'il sera là au Brésil parce que vraiment, il arrive toujours à récupérer du sourire pour le début du week-end, mais le dimanche, il le finit au bord des larmes, quoi. Donc, est-ce qu'il y a un moment où il faudrait pas stopper Je vois Ditram qui dit Ricciardo devrait se sortir les doigts, mais c'est plus compliqué que ça. On peut pas l'accuser de ne pas travailler, on peut pas l'accuser de ne pas chercher à comprendre. Ricciardo a perdu sa confiance, Ricciardo n'arrive pas à exploiter la voiture, il se prend branlé sur branlé par Norris, et au bout d'un moment, la confiance qui a disparu. Il me fait penser à Morbidelli en moto, en fait. C'est un mec qui n'arrive plus du tout à savoir comment être pilote de F1. Il est perdu, et il n'y a rien qui le récupère. Et malheureusement, voilà, il essaie de rester celui qu'il est, c'est un mec jovial et tout, mais je pense que n'importe quel pilote et n'importe quelle personne moins entraînée qu'eux sur le plan psychologique serait au fond du gouffre dans la situation de Ricciardo aujourd'hui. Je ne sais pas, s'il vise un retour en 2024, voilà, il ne faut pas qu'il laisse de lui une image de quelqu'un qui abandonne ou qui est complètement abattu. Donc, aller jusqu'au bout, je pense que ça fait sens également pour lui, même si c'est un calvaire. Par ailleurs, moi, peut-être ce débat avant, mais je suis persuadé que Ricciardo n'est pas devenu du jour au lendemain un mauvais pilote, que c'est vraiment cette McLaren qui est particulière et qu'on ne sait jamais, peut-être que dans une autre équipe, il pourrait se reconstruire, mais voilà, c'est effectivement, on est très triste de voir que ses meilleurs jours dans le paddock sont finalement les jeudis. Non, mais c'est vrai que là, voilà, Ricciardo, sa meilleure chance, c'est de faire 3e pilote Mercedes l'an prochain, de rouler de temps en temps et que Toto Wolff se rende compte qu'il est excellent, et que Toto Wolff dise aux autres équipes, écoutez, Ricciardo, il n'est pas fini. Enfin, c'est sa meilleure chance, malheureusement, parce qu'aujourd'hui, moi, ça reste la même chose que quand Aston Martin a choisi Vettel pour 2021. Moi, vous me dites aujourd'hui, Daniel Ricciardo, je dis même pas en rêve, j'en veux. Oui. Sa chance, ce serait de faire une sorte de Nico Hülkenberg ou de Nick De Vries, en fait. C'est-à-dire que si éventuellement il y a... C'est exactement, s'il y a une des équipes motorisées par Mercedes qui a besoin de lui l'année prochaine, sur une ou deux courses, c'est là qu'il doit saisir sa chance. Parce que imaginons que l'année prochaine, il y ait 2 ou 3 autres pilotes qui, comme lui cette année, soient en situation de fin de contrat où il soit pas sûr qu'il soit reconduit. D'un seul coup, il pourrait retomber dans les discussions en tant que pilote qui aura à ce moment-là 34 ans, qui connaîtra parfaitement les règlements. À ce moment-là, il pourrait devenir intéressant. Et je suis 100% d'accord avec Alex, il a tout intérêt à aller en fin de saison, justement parce qu'il a déjà cette ambition qui clame haut et fort de revenir dans une équipe compétitive en 2024. Donc c'est vrai que s'il mettait pied à terre alors qu'il restait 3 courses, ça le ferait pas. Après, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je sais pas, devenir réserviste à 34 ans avec ce palmarès, alors perso, je pense que c'est presque inédit, je pense, dans l'histoire de la F1, qu'on ait un pilote d'une telle trempe, entre guillemets, avec un tel palmarès qui devienne réserviste aussi tard. Ce qui pourra rebondir. Ouais. Moi, comme je le dis, s'il n'y a pas une opportunité de briller en course l'année prochaine, ça va être très difficile pour lui de retrouver une place de titulaire. Ça paraît compliqué. Ouais. Moi, je suis pas... Vous le savez, je suis pas très fan non plus de son obstination, parce qu'il est vraiment obstiné, mais tu vois, c'est pas... On l'a déjà évoqué avec Kevin Magnussen, avec pas mal d'autres pilotes, voilà, bon... même Rubens Barrichello à l'époque, on rappelle Rubens Barrichello, s'il pouvait vendre littéralement sa famille pour un moment F1, il l'aurait fait. Mais il l'a fait en allant s'occuper, en faisant de l'IndyCar, du stock car brésilien. Il est resté actif, mais en gardant, en gros, il allait faire autre chose, mais il laissait une canne à pêche plantée en se disant, voilà, si ça mord, je suis là, je suis dans le coin. Mais Ricciardo, lui, n'a pas envie d'aller s'occuper ailleurs. C'est vraiment, il veut rester pilote de F1, mais pilote de réserve. Alors, donc, il va être pilote de simulateur, puis il va faire de temps en temps une sortie avec une F1. Le meilleur truc pour lui, c'est de signer chez Ferrari, comme ça, il pourra faire des tours de Fiorano avec une F1 de 2019. Mais
Moi, je comprends pas cette volonté qu'il a de rester à tout prix. L'IndyCar, il a dit ce week-end que ce sera pas le cas de toute façon, puisqu'il déteste les ovales. Ce qui est quand même bête pour un mec qui adore la NASCAR, mais ça, c'est un autre débat. Il a dit que ça lui faisait peur. Mais après, pour moi, en fait, il s'obstine parce qu'il n'y a aucune autre discipline qui le tente vraiment. Je pense que le WEC, peut-être qu'il pourrait le tenter, mais c'est vrai que c'est un sport quand même assez compliqué aussi. Et peut-être qu'il n'a pas de contact du tout. L'IndyCar lui fait peur sur les ovales. Et la Formule 1, je comprends qu'il n'ait pas envie. Donc après, je crois qu'il a envie d'y retourner. En fait, il a envie de tenter de voir s'il peut avoir cette chance en 2024. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, Ricciardo a une cote qui est très très basse. Et moi, je vois peu d'équipes dans laquelle il ne se prendrait pas une rousse par son équipier. Je veux dire, à part potentiellement chez Haas, où il pourrait faire le poids face à un Magnussen ou un Schumacher, qui ne sont pas très réguliers. Mais voilà, tu le mets... ne serait-ce que chez Williams face à Albon, je pense qu'aujourd'hui, il se fait déboîter. Et après, moi, je pense qu'il y a un problème avec McLaren, parce que de toute façon, chez Renault, il était quand même excellent. Mais chez McLaren, on a vu qu'avec deux voitures totalement différentes, ça n'allait pas. L'an dernier, il y a une victoire, mais encore une fois, c'est circonstanciel plus qu'autre chose. Et puis, cette année, c'est une catastrophe. Donc, je crois qu'il faut qu'il fasse un gros reset mental aussi. C'est peut-être pour ça que son année chez Mercedes peut l'aider. A priori, ce sera Mercedes, d'ailleurs, ça a été plus ou moins dit que c'était signé, donc ça devrait être annoncé plus tard. Et lui-même, d'ailleurs, dans le paddock, disait l'autre jour que, en parlant de son avenir, il disait de toute façon, je serai ici, je serai encore dans le paddock et vous pourrez me voir et tout ça. Donc, je pense que c'est signé. Mais voilà, après, en fait, il va vraiment falloir qu'il fasse un gros reset. Et puis, comme ça, il pourra peut-être aller chez Aston Martin en 2024 quand Alonso claquera la porte, excédé par les problèmes avec Stroll. Mais spoil pas. Père, fils, sœur, tout ça. Je me demande le GP Explorer peut-être pour Daniel Ricciardo. C'est pas assez d'abonnés sur Instagram, Facebook, Twitter, ça devrait aller. Il devrait être éligible. Non, mais c'est... Je comprends effectivement qu'il n'y ait pas forcément de discipline qui puisse le tenter à côté, mais ouais, je sais pas... T'as raison quand tu parles d'obstination. La seule question que je me pose, c'est est-ce que c'est un petit peu de la com pour l'instant? C'est-à-dire que tant que la saison n'est pas terminée, il veut surtout pas... donner l'impression que voilà, il abandonne la F1 d'aller dans une autre discipline. Maintenant, j'imagine et j'ose espérer, parce que je pense qu'il ferait une erreur en se contentant juste d'un poste de réserviste, qu'une fois qu'il sera confirmé, si ça se confirme chez Mercedes F1, qu'en parallèle, il trouve un volant compétitif dans une autre catégorie. Il faut absolument qu'il continue à courir au plus haut niveau. Faire une saison en WEC, ça n'a rien d'infamant, surtout à un moment où le WEC va redevenir passionnant avec l'arrivée de nombreux constructeurs. Ça va être un championnat qui va redevenir compétitif. Non, je suis d'accord, il se tromperait lourdement s'il pense qu'en se contentant d'un rôle de réserviste, les portes de la Formule 1 vont se réouvrir magiquement en 2024. Parce que ce que les gens se rappelleront, encore une fois, si jamais il disputait aucun Grand Prix l'année prochaine, ce qui est plus que probable, c'est qu'il a terminé 2022 sur une mauvaise note. Donc si en plus à côté de ça, on n'a pas une victoire de prestige dans une autre discipline ou ne serait-ce que un niveau compétitif dans un autre championnat, sur quoi on va se baser en parlant de Ricciardo, c'est un réserviste qui reste sur une fin d'année 2022 désastreuse. C'est tout ce qu'on dira de lui. Donc il a tout intérêt, s'il est réserviste, à trouver un volant compétitif dans un autre championnat, tout en visant un retour en F1 2024. Ça n'empêche pas non plus de faire ça. Ou alors, on vit dans un monde où Hülkenberg est envisagé comme pilote titulaire l'an prochain, donc rien n'est exclu pour Ricciardo. Oui, non, mais c'est complètement fou, hein, on est d'accord. Mais à la rigueur, qu'il aille contacter Pitbull pour rouler. Alors ça paraît drôle, là, dit comme ça, mais on rappelle que Projet 91, NASCAR. Voilà, dans le projet 91 qui va engager des pilotes internationaux, tu dis, voilà, j'ai envie de faire 2-3 courses. Et même, après, s'il veut pas faire le WEC ou quoi, qu'il aille en IMSA. Parce que IMSA, il y a quand même moyen de faire des belles courses. Je suis sûr qu'il pourrait trouver un volant, ne serait-ce qu'au Rolex 24 et puis sur les grosses courses. Et au moins, il garderait un pied dans une compétition. Parce que c'est vrai que s'il passe son année à juste faire du simulateur le vendredi et rejoindre l'équipe le samedi pour faire les débriefs et puis quelques piges F1 TV en tant que consultant, ça va être short. Donc, moi, je serais curieux de savoir ce que ça va donner Piastri. On va peut-être avoir la réponse au mystère Ricciardo. Est-ce que Ricciardo s'est totalement effondré? Est-ce que Norris est vraiment monté en puissance au point de devenir l'un des meilleurs des paddocks? Voilà, ce point de comparaison sera très intéressant à suivre l'an prochain. En plus, la relation avec Norris, dont on sent à la fois il excelle et à la fois le gentil petit garçon a laissé place au petit tueur méchant, je trouve, de plus en plus. Donc, oui. Donc, c'est vraiment une comparaison à la fois sur la piste et en dehors qui sera très intéressante. Nitram qui dit, il pourra commenter les Grands Prix avec Gaëtan. Non, je ne crois pas. Je crois Et on accueille aujourd'hui l'ancien pilote McLaren, Daniel Ricciardo. Comment ça va, Daniel? C'est super.
Thank you, I'm very pleased to be here. Ah ouais, c'est génial, il dit que ça va super, il est content. Voilà. Ça va être très long, les commentaires de Grand Prix, si à chaque fois il doit traduire les paroles de Ricardo. Moi, je pense que ça. Oui, mais au moins, on le verra plus à la télé. Ah, ça, oui, ça, au moins, c'est une. L'horreur absolue. Mais je reste persuadé. C'est votre ancienne voiture, on la voit beaucoup plus que la vôtre, hein, quand même. Peu gênant. Ouais, je pense qu'il sera sur F1 TV en post-race et post-qualif. Mais bon, c'est un peu un manque d'ambition pour un pilote, même si je comprends que doit rester en F1 soit une volonté. Le problème, c'est qu'en fait, ouais, littéralement, je pense pas que ce soit de la pub parce que McLaren, Brown lui a dit, nous, on te donne un volant, tu restes dans le giron McLaren si tu veux, ta carte blanche pour dire, en gros, si tu veux aller en IndyCar, en Formule 1, en Extremi ou. Oui, mais c'est bien ça le problème, Manu. Donc tu lui as dit, on peut te faire un volant en Extremi et tout. Ouais, bon, c'est cool. Non, mais en vrai, ils auraient pu faire un truc, une sorte de contrat où ils faisaient la saison comme Grosjean la première année. Ils faisaient que les routiers et les urbains. Et ils mettaient Montoya dans la voiture sur les ovales et puis basta. Je veux dire, au bout d'un moment, il y a ce qu'il faut en même canal. Au canal maintenant, voilà. Ouais, donc voilà. Et ouais, c'est un peu. Je pense qu'il est en mode all-in sur la F1 parce que je pense que l'exemple Magnussen lui montre que c'est pas jamais perdu. L'exemple Hülkenberg aussi. Mais effectivement, selon en plus la saison de F2 l'an prochain, il y aura quelques autres candidats aussi à des baquets. Donc, ça ne sera pas de tout repos pour en trouver un l'an prochain. Surtout s'il garde les mêmes niveaux d'exigence qui ne sont pas forcément salariales, mais il ne veut pas d'équipe de fond de grille parce qu'il n'a pas voulu Williams, il n'a pas voulu Haas. En fait, toutes les équipes qu'il veut n'auront même pas forcément de baquet libre l'an prochain. Donc, il y a un moment, il va devoir mettre de l'eau dans son vin et c'est pas gagné. Quoi. Il aurait pu faire le McLaren World Tour, ça, il aurait fait une course en IndyCar, une course en Extremi, une course en V8 Supercar dans l'équipe de Zach Brown, une course en IMSA avec United Autosport, il aurait absolument tout fait. Surtout qu'il y a non seulement les pilotes de F2, mais aussi Hakkinen chez McLaren qui peut sortir son année sabbatique à tout moment. C'est vrai. Faut pas l'oublier. Je crois qu'elle est proche de son terme, l'année sabbatique tout de même. Ah, tu veux dire qu'il va revenir? Ouais, il y a des rumeurs. Moi, je n'en dis pas plus, mais reste proche de mes sources. Mais on en saura un peu plus tard. Non, écoutez, nous allons faire la même méthode que d'autres. Hein. Je peux vous garantir qu'il est, c'est l'année sabbatique, c'est une retraite définitive. Voilà, comme ça, au moins, nous avons couvert tous les scénarios possibles. Et ça, c'est quand même fantastique. Tout comme le Grand Prix. Mais décidément, les transitions sont formidables. Hein. Fantastique, tout comme le Grand Prix de Sébastien Vettel. Oh. C'est au moins une Aston Martin qui était excellente. Alors lui, depuis qu'il a annoncé sa retraite, il est en feu, c'est merveilleux ce qu'il est en train de nous faire, Sébastien Vettel, qui termine encore 7ème ici ce Grand Prix, qui fait des dépassements, mais alors assez, à l'extérieur. assez fou. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'il a dit, et c'est quand même là où vous voyez que la F1 2022 change un petit peu, il a dit, on n'avait pas les vitesses de pointe, donc j'ai dû inventer des autres endroits pour dépasser les trucs. T'aurais pas forcément entendu ça dans le passé, donc c'est déjà un point positif, même si Vettel fait le même dépassement qu'il a fait l'an dernier. Donc, il avait passé à 2 de front, comme il l'a fait à chaque fois qu'il a fait des dépassements dans les 4 virages du quadruple droit. Clairement, c'était pas possible avec l'ancienne voiture. Il y avait toujours un moment où il fallait que ça décroche. Donc, on voit quand même, encore une fois, c'est un gros témoignage de ce que sont les voitures 2022. Et c'est vrai que ces dépassements, et spécialement sur Magnussen, d'ailleurs, Magnussen a dit qu'il était ravi d'avoir pu lutter contre Vettel sur une telle manœuvre et tout ça, parce que c'était vraiment impressionnant pour lui. Et on a l'impression de retrouver. Pour moi, j'avais pas vu Vettel aussi incisif et aussi virtuose depuis la période Red Bull, quoi. Limite, peut-être une ou deux courses chez Ferrari, mais c'était déjà rare de le voir. Il était beaucoup plus prudent chez Ferrari, beaucoup plus composé. Et là, on a vu ce Vettel vraiment ultra incisif, prêt à tout risquer pour aller chercher une 7ème place, quoi. Donc, très impressionnant. J'ai beaucoup aimé, c'est quand même remarqué quand il passe la ligne d'ailleurs, il célèbre ça comme une victoire. Oui. C'est presque le retour du doigt levé. Presque. Ça, c'est resté chez Red Bull. C'est génial parce qu'en plus, il avait déjà été brillant à Suzuka il y a 2 semaines. Et Austin, c'est pareil, c'est un circuit qui est quand même super difficile techniquement. Et donc, il brille à chaque fois sur des tracés compliqués. Et lui aussi, voilà, il a connu un moment difficile au stand. Il a quand même tout connu parce qu'il a mené la course sur 2 tours, aussi aidé par la première voiture de sécurité. Ça lui a notamment permis de passer Stroll. Il faut quand même le préciser, la première voiture de sécurité, il était juste derrière. Après, il a cet arrêt complètement raté. Il remonte et cette lutte en fin de course avec Magnussen, c'est vrai qu'il faudrait presque lui poser la question s'il regrette d'avoir pris sa retraite. Parce que, alors, évidemment, ce n'est pas le cas, mais comme tu l'as dit, je crois que. Et comme c'était en effet pas le cas chez Ferrari où il y avait beaucoup de pression, là, clairement, il n'en a plus. Il se fait plaisir, il profite au maximum de
de l'expérience qui reste, mais tout en donnant le maximum. C'est ça qui est génial, c'est qu'on revoit en effet le Vettel au meilleur niveau. J'avoue que je faisais un petit peu partie des sceptiques à me dire que ça faisait quelques années que ça allait plus. Est-ce qu'en fin de carrière, s'il annonce sa retraite, il ne va pas complètement relâcher? C'est tout l'inverse qui se passe. En plus, je trouve qu'il est un peu moins... alors, je ne dis pas qu'il abandonne ses combats en dehors de la F1, mais je l'ai trouvé un peu moins incisif aussi dans ses déclarations, un petit peu plus détendu, un petit peu plus, plus concentré vraiment sur la piste. Et j'ai trouvé ça bien. Et on voit qu'il fait des choses encore extraordinaires en fin de carrière. Donc, super. Très content de voir que il peut terminer sa carrière comme il le mérite de son palmarès. Il a mené son 3500e tour en F1 quand même, donc oui. C'est un chiffre énorme. Et ouais, en fait, on voit que en fait, ça montre toujours que les pilotes, on en parlait tout à l'heure avec Hamilton, mais les pilotes qui ont ce niveau-là, en fait, ne le perdent jamais. Ça peut être un peu émoussé par les circonstances et tout ça, mais quand le pilote se retrouve dans son meilleur état d'esprit, avec une bonne symbiose avec sa voiture, on voit que le coup de volant est toujours là. Et c'est vrai que Vettel a été vraiment exceptionnel ce week-end. Ah, du coup, Ricardo, faut qu'il s'accroche à ça. Il a été exceptionnel, et là, je vais dire du bien de Lance Stroll, il a été exceptionnel le dimanche, parce que le samedi, pour moi, c'est Lance Stroll qui fait la grosse perf. Où Vettel finit 12e en Q2, et Stroll met 3 dixièmes et demi, je crois, à Vettel, et en Q3 ensuite Stroll d'un dixième Norris, et c'est le meilleur des autres. Donc c'est dommage, on va en parler, que le week-end de Stroll soit totalement, et sans doute à raison d'ailleurs, explosé par son crash avec Alonso, parce que jusqu'ici on fait des louanges sur Vettel parce qu'il ne s'est pas crashé, il a fait une grosse remontée, etc. Mais à la régulière et jusqu'avant ce fameux crash, c'était Stroll qui faisait le meilleur week-end de sa saison. Donc, je ne suis pas là du tout pour dire que Vettel n'a pas fait un excellent week-end. Il a fait un excellent week-end, mais je pense que Stroll était en lice pour faire un week-end encore plus remarquable. Ensuite, c'est le problème de la régularité. Vettel n'a pas été non plus le plus régulier cette saison. Il a dit d'ailleurs la saison précédente, il a commis des erreurs. Voilà. Ensuite, il reste le plus solide, etc. Mais jusque dimanche 22h, je ne sais plus quelle heure en France, pour moi, le gros week-end, c'était Stroll. Et oui, mais un week-end et un Grand Prix, c'est 56 tours. Ça montre aussi que Aston Martin a d'ailleurs beaucoup progressé. Ils ont fait des évolutions sur la voiture qui marchent très bien. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'ils étaient en début de saison avec la première mouture de la voiture, je pense notamment à leur Grand Prix d'Australie qui était probablement le pire de l'écurie Silverstone depuis 15 ou 20 ans, a été finalement... c'est une saison qui est très très bonne. Et on voit qu'ils bossent très très bien. Donc après, à voir l'an prochain s'ils arriveront à suivre ça. Mais c'est vrai que Aston Martin commence à être sérieusement... candidate au point et au Q3 de manière régulière, donc ça se note. Après, maintenant on peut attaquer le gros point qui est Stroll et son petit coup de volant. Ça en rassure certains, en tout cas, les performances d'Aston Martin, sachez, je suis en contact avec des fans de Fernando Alonso, ils sont vraiment rassurés. Non, mais voilà, c'est effectivement, Lance Stroll fait un beau week-end jusque-là, mais là, je peux y aller, c'est bon, j'ai voie libre, carte blanche, tout ça, c'est le genre de mouvements criminels qui doivent être sanctionnés. Les enfants n'écoutez pas. Non, mais voilà, c'est absolument scandaleux. Alors non, c'est pas parce que c'est l'Alpine d'Alonso qui s'est envolé, mais il est évident qu'un jour quelqu'un va vraiment s'envoler et que quelqu'un va vraiment finir dans un grillage, dans quoi que ce soit. Parce qu'à un moment donné, ce qu'il fait là est d'une stupidité sans nom. Il regarde quand même, en plus, tu vois, déjà le coup de volant, c'est le truc qui est pas sympa, mais alors, il regarde quand même le rétroviseur droit, alors qu'il est du côté droit de la piste. C'est quand même... surtout, il regarde le rétro droit, et au moment où il a juste à mettre son coup de volant, il voit bien que l'Alpine s'est décalé, puisqu'en fait, on voit qu'il était à droite, il regarde à gauche, et au moment où il regarde à gauche, il met le coup de volant. Donc, c'est un coup de volant réflexe qu'un pilote de F1 ne devrait pas avoir. Oui. De toute façon, beaucoup disaient, et c'est vrai que ça avait aussi l'air comme ça, qu'Alonso se décale tard. Mais en fait, non. On voit clairement, quand vous regardez de nouveau la caméra marquée, il se décale une première fois. Et c'est Stroll qui se décale dans la trajectoire où Alonso. Donc, à un moment donné, il n'est pas... Le problème, c'est qu'il est coutumier du fait, en fait. C'est aussi ça. Oui, mais le truc, c'est qu'il a le droit. C'est tout bête, mais rien dans le règlement l'interdit de faire ça. C'est ça qui est vraiment très, très énervant. C'est parce que le règlement est tellement bien fichu, tu vois, de la F1, c'est que tu as deux règles qui s'entrechoquent sur ce coup-là. Tu as le droit de faire un mouvement dans la ligne droite, même si désormais tu peux aussi zigzaguer depuis 2 ans, parce que on ne s'intéresse plus à grand-chose, mais en tout cas, tu as théoriquement le droit de faire qu'un mouvement dans la ligne droite, et tu as le droit
de bouger tant qu'il n'y a pas une portion significative de la monoplace de derrière qui est à côté de la tienne. Donc là, techniquement, Stroll, il peut dire, bah oui, mais enfin, j'ai bougé une fois, et vu comment il me percute, il n'y avait pas une portion significative de sa monoplace qui est à côté de la mienne. Exactement sa défense. Il a dit, il casse son aileron avant sur ma voiture, c'est donc qu'il n'était pas à côté. Et malheureusement, et il a raison. Il a raison. Il a tout à fait raison. Moi, dans le règlement, et c'est pour ça que je le blâme lui, parce que ça reste pour moi un décalage qui est criminel, et c'est le truc genre de chose qu'il faut effacer, mais il faut changer le règlement. Le problème, c'est qu'il faut changer le règlement. Il y a une manière très simple de le faire. Je l'ai déjà dit à 45 reprises et ça fera de vous une 46e, mais vous prenez le règlement de l'IndyCar, c'est marqué que vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez dans la ligne droite tant que ça n'est pas en réaction au pilote derrière. Au moins, c'est clair, net, précis, c'est super facile. Après, il leur suffit de regarder. Hop, ils arrivent en arrière, ils reviennent en arrière sur les images. Tu regardes, ils bougent, l'autre il bouge avant ou après. Et voilà, c'est très simple quand il y a des incidents. Mais comme c'est la FIA, ils vont. Désolé, c'est encore chez Cette tête de Manu quand l'un de ses chiens va de manger le deuxième, c'était assez incroyable à voir, bien évidemment. J'ai vu je ne pensais pas qu'elle allait le faire. Mais comme c'est la FIA, ils vont dire oui, alors vous avez le droit de bouger, mais alors uniquement si la piste est à plus de 42 degrés. Mais alors dans le cas de A et B, enfin voilà, ça va être encore un truc, une tartine dans le règlement avec des mentions rayées absolument partout en rose, tout ce que vous voulez. Mais moi je suis désolé, ils ont réussi à légiférer sur les décalages en freinage de Max Verstappen. Il n'y a pas de raison qu'ils n'arrivent pas à légiférer maintenant sur ce genre de choses qui est quand même honteuse. Enfin, parce que là, pour le coup, Alonso, la voiture, elle reste sur le sol, on a de la chance, parce qu'après, bon, on ne sait pas ce qui se passe s'il passe derrière le rail quand même. Hein. C'est pas... Ah bah surtout si l'arrière de la voiture ne se rabat pas d'un seul coup sur le sol. Heureusement que les 4 roues tombent assez vite. Parce qu'effectivement, si la voiture se lève un peu plus et qu'il arrive sur la barrière sur 2 roues, ça peut vraiment, vraiment très mal se finir, quoi. D'ailleurs, Alonso, c'est un roi de la déclaration, mais là, je crois qu'il n'exagérait pas, qu'il était sincère quand il disait qu'il était content d'être devant les journalistes. Et c'est quand même pas le genre, voilà, on peut critiquer le personnage, c'est pas trop le genre à comment dire, être une petite nature, je pense, en piste. Et là, quand il vous dit que j'attendais qu'une chose, c'est que la course se termine, c'est que vraiment il a été marqué par ce qui s'est passé. Et de toute façon, voilà, c'est très facile de le comprendre. Hein, il suffit de voir les images. Et vraiment, c'est intolérable ce que fait Stroll. Et c'est encore plus intolérable, je suis d'accord, que ce soit en soi pas interdit dans le règlement. C'est quand même ça en soi le plus gros problème. Mais malgré tout, en tant que pilote de Formule 1, Lance Stroll, c'est pas un débutant. Il en est à quoi, sa 7-8e saison en Formule 1, l'air de rien. C'est interdit de faire ça, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'en plus, s'il tentait absolument de défendre sa position en bout de ligne droite, qu'il y avait un point en jeu, quelque chose de très important, mais là, on est en début de ligne droite, il va clairement se faire dépasser par l'Alpine. On est en relance de course, l'Alpine a des meilleurs pneus en plus, je crois. Donc, c'était clair que ça allait passer. Mais voilà, non, impardonnable pour moi parce que ça aurait pu vraiment, vraiment mal se finir. Et voilà, si on peut en sourire un peu, c'est parce que ça s'est bien terminé. Mais vraiment, on n'est pas passé loin de quelque chose qui aurait pu être très grave. Ouais. Non, je t'arrête, Paul. vas-y, Ce que dit Hervé Rallycross dit, il a raison. C'est beaucoup plus dangereux c'est pas beaucoup plus dangereux que les piercings de Hamilton. Ah. Et on disait vous disiez tout à l'heure, la FIA juge selon les conséquences. Si le dénouement, heureusement, il n'a pas été, mais si le dénouement avait été plus tragique, à mon avis, c'est pas 3 places de pénalité que Stroll aurait pu prendre. Voilà. Donc, non, mais un là, bel exemple c'est de ça. jugement par les conséquences. Il n'a même pas de pénalité pour le Mexique alors que. Si, il y a 3 places. Ah, il y a 3 places quand même. Oui, 3 places. Mais c'est rien, quoi. Allez, ça C'est passe. light. C'est un début au C'est moins. light. Mais du coup, ces 3 places, pourquoi précisément ils ont déclaré? Juste pour avoir causé un accident? Ouais, Enfin, voilà, causé c'est un le truc, accident. oui, truc Après, standard. de toute façon, tu parlais de Alonso qui a été choqué. Il suffisait d'entendre sa radio juste après l'accident. Ouais. Il était à bout de souffle. Tu sentais qu'il était vraiment hyper inquiet. Et effectivement, son accident, en fait, on passe très près d'un Kubica Montréal 2007 parce qu'il tape légèrement le mur avant, il tape sur un angle fermé. Et surtout, s'il tape un peu avant, il tape avec l'avant de la voiture décollé du sol. Et c'était exactement ce qui s'est passé pour Kubica. Et on a vu que Kubica avait fait un retour en piste qui était heureusement pas dramatique parce qu'il y avait beaucoup de dégagement. Si là, Alonso tape en angle fermé et revient immédiatement sur la piste avec un peloton encore de genre 12 voitures derrière lui, ou non, 10 de mémoire, j'imagine même pas le carnage. Donc, pour moi, en fait, la FIA, encore une fois, on dit qu'on ne juge pas les conséquences, mais pour moi, la FIA aurait dû voir à quel point ça aurait pu être dangereux et
Et de toute façon, un jour, il faudra qu'elle accepte qu'on juge les conséquences. C'est-à-dire qu'on peut dire on ne juge pas les conséquences, mais en fait, il faut juger et l'intention et les conséquences, et juger le fait lui-même. C'est un ensemble de choses qui doit mener à une pénalité ou non. Et en fait, tout doit compter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. Enfin, la conséquence doit être aussi prise en compte parce que, en fait, là, la conséquence potentielle était qu'un pilote se tue. Et en fait, c'est pas possible. Donc, parce qu'évidemment, on dit on voit loin, mais c'est vrai que si Alonso revient en travers de la piste juste après son accident et qu'il se fait percuter, on sait très bien comment ça peut finir. Donc, il y a beaucoup de choses qui auraient pu se passer. D'ailleurs, Austin va devoir aussi quand même voir pour ses ouvertures dans la ligne droite des stands parce que elles sont très très proches du bord de piste. On a déjà vu en NASCAR un pilote s'éclater dedans et au bout d'un moment, il va falloir qu'il mette au moins des safers dessus. Et globalement, ouais, il faut que la FIA sévisse sur les choses vraiment dangereuses en piste parce que malgré tout, ça fait un moment qu'il y a des pilotes qui font des choses un peu connes et qui ne se font pas punir. Et là, c'est vrai que le décalage de Stroll, en fait, il pourra toujours dire qu'Alonso était trop près ou je sais pas quoi, mais c'est de la F1. Alonso prend l'aspiration jusqu'au dernier moment, se décale, et forcément, vu qu'il se décale tard, il est à côté. Mais encore une fois, on est en ligne droite, à aucun moment, Alonso n'a pas le droit d'être juste à côté. Le nombre de batailles qu'on a vues avec des pilotes côte à côte, roue contre roue, si chaque pilote de ces batailles-là était jugé comme n'ayant pas laissé assez de place, on ne se bat plus en piste. On fait un train de voiture et puis on attend que la course se termine. Donc Stroll n'a aucune excuse. Ses justifications ne sont pas bonnes, même si elles se rapprochent de ce que permet le règlement. Et effectivement, c'est pas la première fois qu'il le fait. Et de toute façon, c'est des choses qu'on a déjà condamnées comme étant pas bonnes en F1. Et malheureusement, ouais, encore une fois, laxisme total des commissaires de piste, de la direction de course. Peut-être que si ça avait porté réclamation, il aurait été plus pénalisé, mais apparemment, de leur propre chef, en tout cas, il n'y a pas de sanction. Ça ne les occupe pas. Ah, ça, ils étaient là. Écoutez, Ouais. on a déjà porté réclamation sur 12 pilotes. Ici, on remplaçait Wittich par Steiner. C'est folklorique. Non, mais c'est vraiment le genre de petites choses. Il était temps, en fait, qu'il y ait un gros accident qui se produise, on va dire, grâce à ça. Mais encore une fois, si vous nous rejoignez, un gros accident, il termine 7ème sur la piste. Bon, voilà. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun enseignement qui va en être tiré de ça. Pour moi, ça nous rappelle que ça peut être dangereux, mais dans 2 courses, tout le monde aura oublié, Stroll aura pris sa pénalité, et personne ne se rendra compte que c'est quelque chose qui peut vraiment mener à un truc de grave, et on repartira comme si, avec le même risque. Alors oui, là, l'Alpine a été hyper solide, elle a bien tapé le mur et tout, donc ça a été nickel pour Alonso. Et franchement, bravo au Jordan Stone, parce que vraiment, la voiture a bien résisté au choc. Mais ouais, en fait, finalement, celui qui se met la plus grosse boîte, c'est Stroll. Et il a dit lui-même, le choc n'était pas énorme. Donc en fait, il n'y a pas de leçon tirée de ça. Et puis il y avait Gasly qui arrivait juste derrière, ça aurait pu être. Norris qui prend un débris. Un pneu qui se baladait. Enfin bon. Norris prend un débris qui casse une ailette et qui vient toucher le halo. Donc. Ouais, non, puis il y a le public pas loin. Enfin bon, bref. Aussi. Non, mais c'est. Et en fait, ce qui compte, c'est que. Voilà, c'est déjà bouclé, on passe à autre chose. Et en fait, à l'époque où ils n'avaient pas le permis à 12 points, on voyait des pilotes se faire suspendre pour moins que ça. Et en fait, là où ça me dérange aussi, c'est que vu que Stroll n'avait que 2 points sur son permis, ils se sont dit, de toute façon, on ne peut pas lui en mettre 10 d'un coup, donc on ne va pas le suspendre. Donc on lui en met 3. Et je suis persuadé que s'il avait été à 8 points sur son permis, ou 7 points, il en aurait mis 6 pour qu'il soit suspendu. Parce que là, c'était atteignable et que la sanction n'était pas démesurée par rapport à ce qu'on a vu dans le passé. Et là encore, on voit qu'il y a un possible décalage en fait dans la FIA, comment elle juge les choses, quoi. C'est ça le contraste, c'est comme Xohan dit dans les commentaires, Gasly a pris 2 points, je crois, pour avoir laissé plus de 10 voitures d'écart dans les voitures de. Alors, évidemment, il est en infraction, mais c'est 2 points versus 3 points pour Stroll. Donc, alors que Gasly lui-même se retrouve à 3 points d'une suspension de course, alors que c'est peut-être pas le pilote absolument le plus propre sur la grille, mais c'est pas non plus un pilote qui est faisant des mouvements tels que cela. Donc. Et oui, mais c'est le lanceur d'alerte. C'est ce qu'on a remarqué depuis qu'il a lancé sur les grues. En relisant le règlement sur les budgets plafonnés, alors c'est dans le contexte du règlement financier, les lanceurs d'alerte sont protégés par la FIA. C'est garanti que si en gros il y a une balance, un ingénieur chez Red Bull à qui Toto offre un certain chèque pour dire des choses, il est censé être protégé par la FIA. C'est beau fou. D'où ma théorie, d'où ma théorie, c'est qu'on va peut-être recruter des ingénieurs, non pas pour leur qualité d'ingénierie, mais pour leur qualité de balance, en leur permettant à la fin un chèque et l'immunité. Ils vont faire un test quand ils vont faire passer l'entretien d'embauche. Ils vont dire à un autre gars de voler quelque chose au distributeur
des bonbons qui ne comptent pas dans le budget plafond, Ouais. évidemment. Et puis, ils vont cuisiner et dire au fait, tout à l'heure, j'ai vu votre collaborateur, il a volé une barre de chocolat. Vous êtes engagé, monsieur, bravo. Vous pensez que vous allez garder pour vous? En fait, Ross Brown, à dire ses premières déclarations à l'introduction des budgets plafonnés, comptait vraiment sur ce système de surveillance. Il disait on ne met pas les moyens assez vastes pour tout contrôler, et c'est un peu ce qui se dégage des propos de Thierry, etc., même d'autres propos, mais on compte pour pallier ce manque des moyens sur, en gros, un système de surveillance qui a toujours existé en F1. Donc c'est très joyeux les ambiances dans les équipes, entre les sandwichs tout pourris et tout le monde qui se surveille, et 58 courses par an. Voilà, ça donne pas envie de vouloir travailler dans une équipe. Sauf à être dans un garden and leave où là on fait du jardinage. Ça, On fait du jardinage, on fait de la poterie, on fait des mosaïques. Et au bout d'un moment, bon allez, monsieur Pallas, il faut aller travailler maintenant. Ah non, c'était très bien. Tu dis que les lanceurs d'alerte sont protégés. Le problème, c'est qu'ils protègent les lanceurs d'alerte équipe contre équipe. Mais quand c'est les lanceurs d'alerte contre les FIA, par contre, c'est au bûcher. On va pas la FIA, elle se contrôle très bien elle-même toute seule. C'est ça. La FIA a décrété que la FIA n'avait pas fait d'erreur, s'il vous plaît. Enfin, que certaines personnes à la FIA, en tout cas, en avaient fait. Chez Haas, bah, ça a fait plaisir de les revoir faire un bon week-end à domicile. Globalement, alors, avant de parler de Magnussen et Schumacher, qui voilà, font le taf, tout ça, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait faire un round of applause pour Antonio Giovinazzi, bravo. Parce que ça valait vraiment le coup de revenir pour ça. Merci beaucoup. Merci bonsoir. C'était merveilleux parce qu'il a. Enfin, là, je pense que il avait la voiture de Magnussen, hein, c'est ça. Donc il était ravi de voir l'autre dégommer son embrayage en essayant de ressortir d'un mur. Voilà, c'était vraiment. Et c'était le premier tour rapide. Enfin, c'est vraiment 5 virages sur sa première tentative. Le mec, pneu froid, 5 ans de F1, il n'a pas appris que les pneus froids, c'est 5 ans de F1. Bon. Moi, ce que j'adore, c'est la confiance du gars derrière. Je ne pense pas que ça ait posé problème pour mes chances d'avenir en F1. Bah non. Elles étaient déjà nulles, donc bon. Du coup, ça n'a pas changé. Je ne suis pas mécontent. Non, mais c'était. Quelle année horrible pour Giovinazzi, quand même, qui finit dernier du championnat de Formule 1, hein, c'est bien ça, et qui se crache au bout de son premier tour rapide. Alors qu'il y a peut-être éventuellement une chance de revenir en F1, c'est quand même fou parce que sur la séance d'essai libre 1, on avait donc 4 jeunes pilotes et Giovinazzi. Et ça se passe très bien pour les jeunes pilotes, et c'est Giovinazzi qui la fout dans le mur au bout de 2 minutes. C'était quand même assez. Voilà. Non, mais ce qui est marrant, c'est que s'il termine sa carrière F1 comme ça, il aura commencé en cassant la voiture d'un autre, puisqu'il remplaçait Verlaine chez Sauber, il aurait terminé en cassant la voiture d'un autre. Ah non, non, ses débuts étaient plutôt pas mal au tout début. Bah, il était rapide, mais après, il a quand même son premier week-end, il casse, enfin son deuxième week-end, il casse 2 voitures dans le week-end. Pensez ému quand même pour Ginas qui, quand il a vu la voiture dans le mur, il a fait « Ah, bah regardez vraiment ce con de Schumacher, il a encore cassé une voiture. » Ah putain, c'est pas lui. on a senti Steiner un peu gêné d'ailleurs. Ouais. Bah, surtout que derrière, la voiture de Schumacher lâche, mais c'est une panne mécanique. Et en plus, il lui nique son arrêt en course. Donc, au bout d'un moment, en fait, à force de critiquer Schumacher, c'est bien, mais s'il pouvait être un petit peu irréprochable, ce serait mieux. Oui, mais Manu, s'il arrêtait de casser des voitures aussi, Schumacher, on pourrait réussir ses arrêts. Voilà. Schumacher qui a cassé a priori cette année 2 fois moins de voitures que Sainz, si mes calculs sont exacts. Donc, Ah oui, mais tu vas te dire ça à Ginas, il s'en fout parce qu'il paye pas les voitures de Sainz. C'est vrai. C'est le problème, tu vois. Magnussen, il en a cassé aussi. Non, bien sûr. Magnussen cassait des ailerons avant lui. Oui. Et la FIA, vraiment, t'as pas honte de rouler avec cet aileron avant. N'empêche, il fait une belle course parce que c'est vrai qu'on l'a vu un peu éteint Magnussen depuis quelques Grands Prix. Enfin, en tout cas, c'était que Schumacher prenait le dessus. Un seul arrêt, oui. Solide. Au niveau de la gestion des pneus, il était très bon. Après, en rythme, c'était pas évident face à Schumacher, parce que Schumacher avait quand même une séance de moins, et puis il se fait avoir par la stratégie. Il lui faut un mauvais arrêt plus une stratégie classique qui n'a pas fonctionné. Enfin, classique qui n'est pas forcément bonne puisqu'il fait médium, dur, médium. Il fait dur, médium, dur, pardon. Et donc 2 relais en dur, dont un de 23 tours. C'était pas forcément la stratégie idéale. Et au final, ouais, c'était pas. Après, si l'objectif de la stratégie était pourrir la course de Schumacher, c'est. Ouais, mais en fait, j'en viens à me demander. Enfin, je vais pas me demander parce qu'ils vont pas le ruiner volontairement, mais en fait, je ne comprends pas à quel point Haas ose encore commenter les performances de Schumacher avec la merde qu'ils lui servent depuis plusieurs mois, parce que ils le mettent en garde au printemps. Après, il fait l'enchaînement Canada,
Grande-Bretagne, Autriche, où il est dans les points les 3 fois, il abandonne une fois, il en marque 2 fois d'autres. Et depuis, ces week-ends, c'est des pannes mécaniques, des stratégies ratées, des arrêts foirés. Et c'est que ça. Il y a juste au Japon où il recasse une voiture en essai libre 1, mais c'est tout. Et en fait, ils osent encore critiquer ses performances, alors que sur ces courses-là, en plus, il est 80% du temps devant Magnussen. Donc, en fait, si Steiner a un problème avec Schumacher, qu'il l'aime pas, ou que sa gueule lui revient pas, ou qu'il lui a volé son petit déj, je sais pas quoi, et ben qu'il lui dise, et puis qu'il le jette et terminé. Mais là, en fait, c'est vraiment une chasse aux sorcières autour de Schumacher, qui honnêtement mérite une 3e saison, plus qu'Hülkenberg une 9e ou une 10e. Et en fait, ce serait, enfin, si vraiment ils ont un problème avec lui, bah, qu'ils le disent clairement, au moins ce serait clair. Et là, on voit les déclarations de Schumacher, il commence de plus en plus à n'en avoir rien à foutre. Il dit, de toute façon, moi, je fais ce que je montre, ce que je vaux. L'équipe, c'est ce que je vaux. En gros, maintenant, si jamais je suis plus l'an prochain, et puis on verra pour 2024. Ça prouve qu'il y a vraiment une ambiance dans cette équipe qui est pas. Enfin, voilà. Et moi, je suis désolé. D'ailleurs, puisqu'on est sur le chapitre As, l'an prochain, ils auront un sponsor titre, on l'a appris ce week-end, qui sera MoneyGram, qui va les mettre au plafond budgétaire. C'est un sponsor titre solide. C'est une entreprise qui est cotée depuis très longtemps, qui a du fric et tout ça, donc il n'y aura pas d'échec et de fiasco derrière lequel se cacher de la part de Gunther Steiner. Si l'an prochain, l'équipe ne fait pas top 6 au classement et qu'elle ne montre pas ce qu'elle est du mieux, il faudra que Steiner réponde quand même un jour ou l'autre du problème qu'est cette équipe. Parce qu'il est très marrant dans Drive to Survive, mais l'ambiance est délétère, les pilotes sont traités comme de la merde, les voitures évoluent pas, opérationnellement, c'est pas bon, le développement est néant. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut aussi remettre en question le travail qui est fait à la tête de l'équipe. Giovinazzi ne s'implique pas assez et Steiner gère ça n'importe comment. Je trouve que t'es violent, Manu. Sur la photo de fin d'année, ils l'ont photoshopé quand même, Giovinazzi. C'est vrai. S'ils ne sont pas performants l'an prochain, ça sera à cause de Schumacher qui n'aura pas bien développé la voiture. Oui. Ouais, mais c'est ça. Mais non, en fait, moi, ça m'énerve vraiment parce que cette équipe, j'aime bien le projet et tout ça, mais en fait, au bout d'un moment, j'ai vraiment l'impression que Steiner est beaucoup plus négatif pour l'équipe qu'on ne le penserait et que sa bonhomie, et c'est vrai que c'est quelqu'un de très sympa. Hein. Moi, j'ai eu une interview, il est très marrant, très gentil et tout, mais son boulot, la tête de Haas, c'est pas ce qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande, c'est de faire fonctionner une équipe. Et ça fait 4 ans que l'équipe en question ne fonctionne plus, avec 3 duos différents de pilotes, avec des voitures différentes, des réglementations différentes, et les mêmes problèmes se retrouvent. Donc au bout d'un moment, s'il n'est pas capable de placer les bons pions, et qu'en plus sa gestion humaine est déplorable, qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Franz Todt, il est pas gentil et ça marche pas. C'est vrai. Non, mais après, Gunther Steiner aussi, bon, il faut se rappeler, il marche bien en rallye. C'est vrai que quand il avait le projet Ford en rallye, c'était bien. Et en F1, ça n'a jamais réellement fonctionné. Chez Jaguar, il était membre du fiasco absolu que fut cette équipe. C'était pas possible. Ils l'ont gardé chez Red Bull, mais pas très longtemps, puisqu'ils l'ont basculé très vite sur la NASCAR, où, prenez la première saison de Red Bull en NASCAR, c'était pas... C'est presque ce qu'il a fait le mieux, parce qu'il y a une saison avec Vickers où c'était très bien. Mais il est resté combien de temps? Il est resté jusqu'au projet As, en fait, en NASCAR. Oui. Ah, c'est ça, oui. Non, il a une année d'écart, je crois. Il a stoppé une année. Mais du coup, il a fait toute la période où Vickers était bon avant que Vickers tombe malade. Et Keziken, qui fait le là-bas. Donc oui, il a réussi au moins à remonter. Mais bon, voilà, c'est un travail de fond, quoi. Voilà, et là, chez As, bon, c'est l'équipe qui ne brille pas non plus par sa manière. Chez As, on n'a rien à lui reprocher jusqu'à 2018. Les débuts sont très bons. Oui. 2018, il joue à 4e place face à Renault avec simplement un manque de développement qui est dû au manque de budget. Donc là, joli. Par contre, 2019, il y a le fiasco absolu sur le développement. 2020-2021, gestion humaine est déplorable et de toute façon, l'équipe a plus de fric et puis ne développe plus les voitures. Mais là, maintenant, voilà, la trajectoire de l'équipe, on rappelle, c'est une équipe qui, en début de saison, commence par une 5e place sur une course sans circonstances spéciales. Donc, ils commencent avec quasiment la 4e voiture du plateau et ils finissent avec la pire, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas pire que la As. Donc, mais après, tu vois, c'est le truc, c'est... Oui, on peut dire que ça plaît dans sa faveur sur les saisons globales de As, mais bon, avec combien de pièces venant de Ferrari, avec combien de... Enfin, voilà, c'est toujours le truc où tu sais pas trop... moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal à jauger As, parce que finalement, c'est un peu comme quand Aston Martin avait sa Mercedes Rose, quoi. Tu te dis, oui, la voiture est bonne, mais c'est pas vraiment vous qui l'avez faite. Enfin, c'est toujours complexe à... Et d'ailleurs, on voit que les gens qui retirent trop de pièces d'une équipe, je pense à AlphaTauri, Racing Point ou As, n'arrivent pas à développer les voitures en question. Et souvent, en fait, ils commencent à un niveau assez proche et puis ça finit en catastrophe. Donc, après, ça peut être une tactique, je veux dire. Hein. Tu marques énormément de points pour la moitié du championnat. Voilà, bon, tu peux survivre après derrière, mais est-ce vraiment la tactique gagnante? Je suis pas convaincu.
Et puis je pense que quand même Simone Resta vaut mieux que ça. Donc à mon avis, il y a quand même un problème de gestion des équipes d'ingénierie globale et des pions mis à la tête de l'équipe. Si seulement les ingénieurs italiens placés par Ferrari dans le bâtiment à Maranello avaient un lien avec Ferrari, peut-être que ça pourrait aller mieux, mais on nous a assuré malheureusement qu'il n'y avait aucun lien. Ah oui, c'est ça qui est dommage, le bâtiment n'est pas rouge, il n'y a pas de... Voilà, je suis allé, c'est Ça peut être 100% une piste à explorer, je sais pas. C'est-à-dire que j'y suis allé, on m'a servi un hamburger frites à midi parce qu'il n'y a que ça à manger, avec de la sauce barbecue, on va plus savoir qu'en foutre, c'est une équipe américaine. Ça, les ingénieurs se disent, mais pourquoi mon adresse mail c'est @ferrari.com à la fin? C'est parce qu'ils sont en Ethernet sur place et que c'est beaucoup plus facile à gérer pour les réseaux. Voilà, c'est pas. Rien à voir. OneFast qui nous dit quelle possibilité de rebond pour Schumacher si As ne le garde pas. Bon, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que. Sans l'Académie Ferrari, en plus, ça devient de plus en plus. Ah, mais là, c'est terminé pour le garçon, veut dire la F1. Il reste un baquet chez Williams, qui sera Logan Sargent s'il a les points de super licence. Donc, En fait, pour moi, il n'y aura rien en 2023, mais après, son profil peut attirer une équipe qui voudra le prendre en réserviste. Donc, Toto Wolff avait dit que Ricciardo soit battu par Schumacher pour une place en 2024. Non, mais alors, par contre, il y a un autre truc à voir, c'est que Audi. Mercedes aurait besoin de 2 réservistes, comme c'est le cas aujourd'hui. Est-ce qu'il ne pourrait pas prendre Schumacher, Ricciardo, avec un qui reste à l'usine pour bosser sur les simulateurs et inversement? Enfin, je veux dire, Mercedes a les moyens de faire ça et honnêtement, avoir ces deux-là comme pilote de réserve et de développement, moi je dis pourquoi pas. Donc, parce que Wolff avait l'air intéressé par le profil à la fois de pilote et à la fois forcément du nom de Schumacher. Je pense qu'il trouvera. Mais Wolff est intéressé par tout le monde, j'ai l'impression. Il va faire pilote de réserve du pilote de réserve. Mais c'est ça, tu mets dans la voiture si tu as besoin, tu mets Schumacher ou Ricciardo, parce que là, il va falloir négocier le contrat. Tu fais comme Ferrari cette année, tu en dis, voilà, il y aura 11 courses où c'est toi, enfin 12 et 12, ou 15 et 15, parce qu'il y en aura 30, et puis ça tombe sur celui que ça tombe. C'est normal. On parle aussi peut-être d'Audi, mais c'est plutôt à moyen terme que l'année prochaine pour Schumacher. Ce qui peut le sauver, c'est l'Allemagne. Mais Paul, tu dis entre Schumacher et Ricciardo, tu mets qui? Mais tu fais comme Mercedes à l'époque, un pilote Williams, ou quelqu'un d'autre que leur pilote de réserve. Ouais, c'est ça. Voilà. Oh là là, Milton a le Covid, c'est une chance pour le pilote de réserve. Allez, George Russell, merci. Merci, au revoir. Mais à ne pas oublier non plus qu'il y a des rumeurs qui commencent à émaner sur le fait que potentiellement Williams et Porsche auraient un accord, donc ça ferait 2 places de plus, ou un Allemand pourrait être intéressant. Donc il y aura un avenir pour Schumacher en F1 à mon avis, et puis encore une fois, pour moi, il a au moins le droit à une saison de plus, parce que je suis désolé, sa saison 2021 chez As, c'était de la merde, mais il n'en est pas responsable. Saison 2022, ils lui mettent une pression de dingue, ils lui foutent la tête sous l'eau tous les week-ends. Pour moi, il y aura forcément une autre équipe qui dira il y a quelque chose à vérifier chez Schumacher. Il fait une bonne saison en dernier. Mais même cette année. Mais Ricciardo va épouser une Allemande, c'est son seul moyen. À un moment donné, il tentera tout pour rester en F1. C'est ce qu'on vous disait. Chez AlphaTauri, incroyable, Yuki Tsunoda qui a marqué des points. C'était la plus longue série sans points en cours. Ça faisait depuis Barcelone qu'il attendait quand même le pilote japonais. Donc il marque du coup 2 points pour l'instant. On va voir ce que donne la peine un peu plus tard. Mais voilà, pour Yuki Tsunoda. C'est bien, au moins, le japonais qui fait un week-end. Il partait de loin en plus, puisque. 19e sur la grille. Ouais. Il a fait du bon boulot. Et puis, très bon boulot. Pierre, je crois que Pierre Gasly est sous investigation aussi parce qu'il a repris 2 fois du rab à la cantine et c'est pas autorisé. Donc, rien ne va en fait. Je crois qu'il est sous investigation parce qu'il n'a pas dit bonjour à une personne dans le paddock et du coup. Oui, tout à fait. Les commissaires l'ont vu faire. Et les commissaires ont noté aussi qu'il n'a pas dit au revoir quand il a quitté la spécialité. Donc, ça devient bien compliqué. Ça se dit, on parle des freins. Bah oui, les freins, c'est pièce mécanique qui sert à freiner la voiture. Mais comprend absolument pas. Non, mais oui, en fait, en plus de son petit duel avec les FIA, il a l'air vraiment agacé par son équipe, puisqu'il a renvoyé chez tout le monde à la radio en expliquant que c'était pas possible. Et il a raison pour moi que le problème de frein de Suzuka soit encore là 2 semaines plus tard. Les freins glacent, donc c'est-à-dire qu'en fait, la voiture ne serre pas bien les freins et ils sont 300 degrés moins chauds que ce qu'ils devraient être. Donc, t'imagines la gueule du freinage pour un mec qui arrive et qui freine au panneau 50 ou 60. Donc, la colère est largement justifiée. Et puis en fait, quand lui se casse le cul
à trouver les bons réglages et à faire des super séances, je comprends que ça l'agace que l'équipe soit pas capable de lui donner la voiture. Encore une fois, on rappelle que Gasly, ça fait 3 ans que lui aussi, un peu à l'image des pilotes As, lutte contre des mauvaises stratégies, des arrêts foirés, des performances en dents de scie et un développement qui, cette année, a été juste nul. C'est-à-dire qu'on a vu un aileron à Singapour qu'on ne voit plus depuis, et c'est tout. La voiture n'a pas changé. Donc, en fait, Gasly a largement raison d'être comme il est. Et pourtant, elle marchait pas mal, hein, même sans évolution. Elle n'avait pas un rythme horrible en course. Ça marche relativement bien. Mais... Gasly avait fait un super premier tour aussi. Et puis, effectivement, il y a eu à peu près tout qui pouvait mal se passer ensuite. 2 pénalités, et dont une pénalité pour avoir mal effectué la pénalité. C'est... Après, il a repris une pénalité pour avoir mal effectué la pénalité. Le inception de la pénalité. Mais heureusement que cette année, c'était termine bientôt et que voilà, heureusement qu'il y a une échappatoire, ça aurait été tellement douloureux s'il n'avait pas cette porte de sortie vers Alpine. Là, exactement, ouais. C'est exactement ce que tu dis, Alex. Imaginez qu'ils doivent repartir pour encore une année chez AlphaTauri en 2023, vu les nerfs dans lesquels il a l'air d'être en ce moment. Donc, je crois que l'offre Alpine, elle est vraiment venue au point nommé pour lui, ne serait-ce que pour sa carrière, parce que même s'il y avait une nouvelle offre l'année prochaine, s'il restait une année de plus chez AlphaTauri, je ne sais pas dans quel état on retrouverait Gasly, parce qu'on voit qu'à force de s'agacer, il perd aussi un peu ses moyens en course, le talent est encore là. Mais là, ouais, il doit avoir hâte de trouver une équipe qui est opérationnellement, et c'est le cas d'Alpine en plus, donc tant mieux pour lui, et performante, parce que oui, c'est vrai que si en plus le problème se répète sur plusieurs courses, qu'ils n'ont pas d'explication, je ne sais pas s'il y a eu un manque de communication pour qu'il s'énerve comme ça, mais ouais, c'est le signe quand même que la collaboration, il est temps qu'elle arrive à sa fin, clairement. Ah bah là, ça devient... C'est dommage hein, que ça se dise comme ça. C'est quand même une disons que quand Tsunoda devient le pilote le plus calme de l'équipe, c'est qu'il y a un problème. Ah, mais là, j'y peux rien, t'as vu, Tsunoda maintenant. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on a entendu déblatérer à la radio. Je crois que c'était le week-end dernier où Suzuka il se fait gêner par quelqu'un et il craque. Ça va, c'était à 2 semaines. Moi, Il y a une époque, 3 semaines de suite, on l'entendait hurler et insulter à peu près la moitié du paddock. Donc, je me souvenais, à la première ou deuxième course de la saison, c'était... à l'époque, c'était Tsunoda, voilà, la hype, etc. Et il y avait un côté rigolo, il râlait tout le temps, et on voit que l'opinion tourne vite en Formule 1. Mais ça a toujours... mais ça, de toute façon, ça a toujours été pareil, la F1. Ah, c'est marrant, il gueule sur tout le monde, c'est rigolo. 2 grands prix plus tard, il le continue, on le déchire. Et a raison. Moi, j'étais toujours enthousiasmé par la première course de Philippe Nasser à Melbourne, à Sauber, c'était la 5e place. Ouais. C'était le nouveau Senna, je crois. Puis finalement, après, c'était nouveau Massa, du coup. Voilà, c'est le nouveau Bruno. C'est le nouveau Bruno, exactement. Et après, c'était l'ancien Fittipaldi, mais pas Emerson, le frère. C'est Wilson. Voilà. C'est ça. Et oui, si t'es le nouveau Fittipaldi, par exemple, mais t'es Christian, c'est pas terrible non plus, tu vois. Bon, après, il y en a plein, maintenant, je m'y perds. Ils sont insupportables, les Fittipaldi, mais à chaque fois que t'as un nom Fittipaldi, oui, mais c'est le fils du demi-cousin d'Emerson Fittipaldi, donc il y a quand même du champion du monde là-dedans. D'accord, si vous le Sachant que les fils sont plus jeunes que les pères. Ah non, mais c'est un bordel. Ah, mais c'est un méli-mélo, moi je suis perdu, ça ne ressemble plus à rien. Ça devient compliqué à suivre. Donc ça, c'était pour AlphaTauri. Hein. Si vous vous demandiez ce qui venait d'arriver, oui, personne Fittipaldi, Felipe Massa, c'était bien AlphaTauri. Les transitions sont difficiles là. Ah bah là, ça devient compliqué, vous ne facilitez pas la tâche non plus, messieurs, je vous le dis tout de suite. Chez Alpine, bon. Fittipaldi qui est double champion du monde, comme Fernando Alonso. Et voilà. Et qui a le même âge. Il y a forcément un Fittipaldi qui a le même âge qu'Alonso dans la famille, pas possible. 132. Mais donc, rappelons que L-Plan continue, mais continue plutôt pas mal quand même. Bon, Esteban Ocon qui vient chercher un point, mais en rythme, c'était quand même compliqué hein, sur la course. J'ai l'impression que c'est son week-end le plus transparent de l'année. Dur week-end. Mais ils ont cette fois-ci, ils ont changé le moteur et c'était intelligent. Ça, c'est déjà une bonne... Il n'y a pas d'explication à sa contre-performance parce qu'on pouvait dire peut-être que c'est le nouveau fond plat parce que c'était le seul à avoir le nouveau plancher et pas Alonso. Peut-être qu'on aurait pu dire, ben voilà, on l'a sorti trop vite, il y a un problème, ou alors, je sais pas quoi, il a ramassé quelque chose en qualif. Il termine à 6 dixièmes en Q1 d'Alonso, c'est quand même assez énorme. C'est même plus grand que l'écart entre Ricciardo et Norris, c'est pour dire. Donc il n'y a pas d'explication. Alors je pense que ça va être un week-end sans. Il n'a jamais eu le feeling.
et que c'est comme ça. Et j'espère, parce que sinon, voilà, on commencera peut-être à en reparler, mais voilà, c'est des week-ends qui arrivent. Il a fait des performances très solides jusqu'ici. J'aurais préféré quand même qu'il y ait une explication. Non, mais voilà, c'est après, on peut lui autoriser sur 47 week-ends, on peut l'autoriser à avoir un week-end sans, on veut dire. C'est un peu. Voilà, Non, mais c'est vrai que c'est. En fait, ce qui est dommage, c'est que jusque-là, Ocon avait toujours des explications quand le week-end n'était pas bon. C'était souvent des problèmes sur la voiture, il y avait une pièce qui n'allait pas et tout. Et c'est vrai que là, c'est pas le cas et ça fait déjà 2 week-ends de suite. Donc c'est un peu. Enfin, pas 2 week-ends de suite, parce que le Japon, ça allait très bien, mais à Singapour, c'était déjà compliqué, je crois. Donc c'est un peu dommage. Je peux remettre une couche Vas-y. parce que, Ça fait plaisir. parce que moi, je me suis endormi guilleret. Ah, ça y est, il a marqué des points avec une voiture qui avait fini broyée. Enfin, et je me suis réveillé chafouin. Je vais pas vous le cacher. Avec ces 30 secondes de PIT. Tes premiers mots ce matin, ça a été comment ça, 15e? Pardon. Je me recouche. Marre. Non, mais c'est la FIA. Quand on a des drapeaux noirs et orange, c'est pour s'en servir. Et pourtant, ils le font très bien avec Kevin Magnussen. Mais qu'avec lui. Mais parce que sa voiture est blanche, elle ressort par rapport à la piste qui est noire. Mais tu comprends pas, ils ont que 35 tours pour agiter le drapeau, je veux dire, c'est pas, tu vois. On n'a pas eu le temps de se rendre compte que la voiture était endommagée, on n'a pas vu le rétro bouger dès qu'il est rentré au stand, c'était pas évident, tu vois, que la voiture était endommagée, du coup. Je comprends qu'il aurait fallu 3 heures. Vous noterez qu'Alonso fait une meilleure course avec un rétro en moins que Lance Stroll avec les deux, mais ça, c'est encore autre chose, bien sûr. Imaginons un instant qu'il y aurait eu un incident Stroll-Alonso, mais ça aurait été Alonso dans la position de Stroll, c'est-à-dire il se déporte. Voilà, donc sans rétroviseur, on aurait absolument accusé la FIA de négligence et d'avoir causé cet incident parce qu'Alonso n'aurait pas eu de rétroviseur. Heureusement qu'il n'y a eu aucun incident de ce type qui aurait concerné Alonso. Ben oui, je comprends l'idée de devoir. J'ai lu un trait de Oriol Servia, l'ancien pilote d'IndyCar, qui disait c'est assez intéressant. Alonso n'a pas roulé sans son rétroviseur. La FIA dit voilà, qu'il faut que les voitures aient des rétroviseurs, tout ça, et c'est normal, c'est un vrai problème de sécurité. Moi, je suis en accord avec ça. Mais on a vu le rétroviseur s'envoler, on a vu le rétroviseur endommagé, ça. C'est pas normal que la FIA intervienne 6 heures après. Enfin, sur une réclamation de Haas. Voilà. C'est une réclamation en plus, oui, bien sûr. En fait, moi, ce qui me pose problème, c'est que on les a vus 3 fois cette année. Dans le premier tour où la Haas de Magnussen avait une dérive, Magnussen a un problème avec ses dérives avant, mais 3 fois où la Haas avait une dérive qui était cassée et donc qui flottait un peu comme celle-là de Pérez. Ils ont mis un tour à lui présenter le drapeau noir et orange 2 reprises et 2 tours la 3e fois. Et là, Pérez fait 6 tours avant que sa dérive casse et c'est 3 heures après la course qu'ils se rendent compte que ah oui, en fait effectivement il y avait ça. Mais c'est pas grave. Ils ne s'expliquent pas pourquoi. C'est juste non, c'est pas admissible. Alors, ok, mais ils disent du moins, Red Bull nous a confirmé après la casse de la dérive qu'il y avait 0 risque. Mais en fait, c'est pas le problème. Là, ce qui compte, c'est ce que vous faites d'habitude. Et ce que vous faites d'habitude, c'est de ne pas attendre que la dérive casse pour demander au pilote de rentrer. C'est parce normal, il sert à ça, ce drapeau. C'est parce qu'Alonso est britannique. Ça l'explique. Déjà, il y a ça. Et puis, il y a le fait que déjà la FIA, pourquoi attendre qu'une équipe fasse porte de réclamation? Au bout d'un moment, il va quand même falloir que les gens qui sont en salle de contrôle se sortent le doigt du cul et puis regardent un peu ce qui se passe sur les écrans parce que vraiment, il se passe des choses, ils ne voient rien. Littéralement, tout le monde l'a vu. Mais, je veux dire, Vigneron a passé 15 tours à dire oh là là, le rétro, c'est de pire en pire. On l'a tous vu. Je veux dire, il n'y a que eux qui ne l'ont pas vu. Donc, au bout d'un moment, en fait, limite. Alonso aurait lui fait de choper le rétro à la Montoya, de casser le rétro et de le jeter. Et puis au moins, comme ça, c'était réglé. Et en fait, c'est vraiment ridicule que la FIA ne sache pas intervenir, attendre la protestation d'une équipe, refuse. En fait, les 2 protestations de Haas sont similaires. C'est-à-dire que c'est une pièce qui est presque cassée, qui menace de tomber et qui peut mettre en danger. Ils arrivent encore à prendre 2 décisions différentes, à accepter une des réclamations alors qu'elles ont été portées trop tard. Et en plus... là où du coup Steiner dit nous on a porté réclamation parce qu'on veut que la FIA soit plus constante, ils arrivent à créer un nouveau précédent d'inconstance. Donc
qui est à la fois un précédent d'inconstance entre les 2 décisions du jour et entre une décision du jour et les anciennes décisions avant. Donc en fait, il va vraiment falloir que la FIA, au bout d'un moment, revoie tout à zéro. Parce que moi, je comprends pas comment on en arrive là, en fait. C'est tout un art hein, de faire une telle... Ah, mais à ce niveau-là, c'est limite, ils le font exprès, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment... Puis, comme tu disais, Michael, au niveau communication auprès des spectateurs et même du grand public qui ne connaît pas forcément très bien la F1. Imaginez quelqu'un hier qui voit Alonso avoir son accident, remonter jusqu'à la 7e place, qui ne connaît pas forcément bien le sport, il va se dire bon, bah, c'est une belle performance. Et le lendemain, il se lève, on lui dit que le pilote est finalement 15e. Ça n'a aucun sens. Et en plus, comme tu l'as dit, Manu, le fait que la réclamation ait été portée trop tard, que ce soit la réclamation en elle-même qui entraîne l'enquête, enfin bon, c'est. Et encore une fois, on décide de comment cette pénalité, parce qu'il me semble que Leclerc, c'est en 2019 qu'il y avait eu un incident similaire, il avait pris 10 secondes pour une pénalité similaire. Pourquoi c'est 30 pour Alonso? Pourquoi dans la même course, on a 5 secondes pour Russell? Enfin, il y a tellement de choses sans règles, sans logique, que voilà, ça en devient exaspérant. Quoi. Mais ça, Vraiment. Paul, c'est même encore les 10 secondes pour Leclerc, donc il avait eu un problème de rétroviseur qui s'est détaché, il s'était détaché, hein, je crois, au Japon, en tout cas. Il avait tapé le halo de Hamilton. Voilà. Et là, ils disent quand même, d'accord, stop and go de 10 secondes. Mais en quoi c'est une pénalité utile? Parce qu'un stop and go de 10 secondes, la voiture s'arrête et les gens font. Oui, c'est ça. Pourquoi? La pénalité, c'est réparer ce foutu rétro et renvoyer en piste. C'est ça une pénalité. Ou alors on dit, si la voiture n'est pas conforme parce qu'elle a passé de rétro, disqualification. Oui. Et auquel cas, ça arrive. Mais en fait, là, le renvoyer en piste, le laisser en piste, et puis 6 heures plus tard dire ah oui, mais ça, c'était pas vraiment safe, et ça n'était pas du tout. Alors du coup, non, ça n'a aucun sens. Est-ce qu'on laisserait courir sans ceinture de sécurité? Exactement. Bah oui, voilà. C'est déjà arrivé. Ça, c'était réprimande, par exemple. Enfin, Non, mais moi, ce qui m'emmerde, c'est que là, hier, on a un cas très simple. C'est-à-dire que Verstappen a une pièce qui flotte, personne ne fait cas. Perez a une pièce qui flotte, personne ne fait cas. Alonso a une pièce qui flotte, il prend un stop and go de 10 secondes. Je ne suis pas complotiste, je ne pense pas que c'est fait pour aider Red Bull. Sauf que les gens qui regardent ça de l'extérieur se disent putain, encore une fois, comme à Singapour, on arrange le résultat et c'est sur Red Bull que ça retombe le coup de chance. Donc en fait, la FIA ne se rend même pas compte de l'image qu'elle donne de la F1. Et on en parlait avec Franck ce week-end. En fait, la F1 est de plus en plus agacée par toutes ces conneries de la FIA parce qu'il y a des problèmes en piste, il y a des problèmes dans le règlement financier, il y a des problèmes après les courses. Il n'y a plus une seule course qui se termine sans qu'il y ait un problème après. On reste tout le temps. Alors nous, déjà, on reste 3-4 heures, mais en fait, la crédibilité de la F1 est ruinée après chaque arrivée de Grand Prix. Au Japon, ce week-end, à Singapour, tout le temps. Et en fait, la FIA fait n'importe quoi. Et apparemment, à la fin, on a vraiment plein le cul. Parce que ça porte préjudice à tout le monde, aux pilotes, aux équipes et à l'image de la F1. On voit les tweets de Will Buxton qui est employé par Liberty Media pour vendre le sport et qui effectivement fait des tweets assassins contre la gouvernance de la FIA. On se doute bien que ce n'est pas lui le matin en se levant qui a ses idées de tweets. C'est télécommandé de plus haut. Probablement par Dominique Ali, qui nous assure que tout va bien avec Mohamed Solayem, mais à mon avis, s'ils font la tête quand ils prennent un café place de la Concorde, c'est pas que à cause du prix du café. Et on vous le dit, le prochain conflit, vous savez, on a vu le FISA FOCA, on a vu le FIA, c'était pas le GPDA, c'était la FOTA après. Mais le prochain conflit, ça va être F1 et FIA, c'est littéralement le conflit au plus haut. Avec Gasly comme allié de Liberty Media, ça va être encore une sitcom passionnante. Alors par contre, si la Liberty Media décide de se barrer et de dire on fait notre propre championnat du monde de Formule 1, on a la marque, et voilà, et ça va être nous qui gérons tout, Gasly a une très 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 belle carte à jouer. il peut devenir champion du monde avec ses conneries, hein, ça peut. Vu la merde que fait la FIA en ce moment, je pense que tout le monde se barre avec eux. Parce que ils peuvent, hein, bah oui, clairement. Mais, de toute façon, mais la FIA s'en rend pas compte, mais ils n'ont rien. Entre guillemets, enfin, c'est très, très violent ce que je veux dire, mais Liberty Media a la marque, c'est juste, a les contrats avec les équipes et a les contrats avec les circuits. Ouais. Si que ce soit badgé FIA, les gens s'en branlent en fait dans le Si demain ils se barrent, la FIA, à part créer du GP1 avec qui Déjà, le public fait pas la différence entre FIA et FOM. Ben oui. C'est aussi pour ça que la FOM est folle de rage. Bah oui, parce que c'est eux qui s'en prennent plein la gueule. On met tout dans le même bateau. Et effectivement, oui. Et on dit finalement, c'est la F1 qui est nulle. Tu vois, c'est ça le truc. En fait, c'est arrivé
Décidément, je peux vous trouver une situation d'IndyCar à adopter absolument tout ce qu'on dit dans cette émission. Mais quand l'IndyCar s'est coupé en deux dans les années 90 aux États-Unis, l'IRL, donc la nouvelle ligue, est allée s'associer à l'USAC, qui étaient des gens qui légiféraient sur les 500 mètres d'Indianapolis. Ils se sont associés à eux pour gérer leurs courses. Et en 97, ils ont fait un merdier pas possible. Ils ont quand même annoncé le mauvais vainqueur d'une course parce qu'ils n'étaient pas capables de calculer des tours correctement. Ça va être. Et le problème, c'est que tout le monde a dit ah, regardez, l'IRL, ces bandes d'amateurs, ils viennent de débuter, ils savent pas gérer des courses. Bah, l'IRL a dit bah, écoutez, puisque c'est comme ça, l'USAC, ça dégage, on va prendre les choses à notre compte. On peut rapprocher ça aussi de Miss France et Miss Prestige quand il y avait eu la scission. Oui, mais qui est Genève de Fontenay du coup là, parce que j'ai pas tout suivi. Ecclestone. C'est méchant pour. Oh la vache. Mais franchement, c'est le truc où voilà, la F1 serait encore mieux de dire bah écoutez, la FIA ça dégage, puisque de toute façon la FIA, la FIA c'est un tampon, c'est rien. Ah ouais, mais c'est ça. Ça n'apporte rien. Puis eux, ils seront contents quand ils auront plus que le WRC et puis la Formule E comme tête d'affiche. T'inquiète pas qu'ils viendront ramper devant la F1 pour dire vous pouvez revenir s'il vous plaît. Ouais, mais c'est clair que là, à mon avis, on se prépare. Après, ça c'est mon avis, mais je pense qu'on se prépare à un coup de balai énorme à la FIA cet hiver. Je pense que Ben Sulayem, parce que Ben Sulayem a l'air de vraiment, lui, pour le coup, de vouloir que la FIA reste proche de la F1. Il n'est pas con. Il sait que de toute façon, la F1, c'est une poule aux œufs d'or. Et je pense qu'il va mettre un énorme coup de balai dans tout. Je pense que là, déjà, Freitas a viré, Wittich, ça va pas tarder non plus. Je pense que les gens qui bossent avec eux vont virer. Et je pense il faut qu'ils engagent des gens compétents. Je peux pas croire. Là, ils nous ont pondu une série de modifications après Suzuka en disant oui, on va mieux contrôler, on va mieux regarder, on va mieux aussi, on aura des outils, machin. Putain, à quel moment ils n'avaient pas déjà le tracking que nous, on a sur le live timing ou le F1 TV? Je veux dire, au bout d'un moment, il faut qu'on arrête de nous faire croire que ces gens-là n'ont pas au moins les mêmes outils que nous. Et donc, ils n'ont pas au moins la possibilité de voir si un rétro flotte ou si une voiture n'est pas derrière la safety car, en fait. Donc, c'est une incompétence totale de la FIA sur tous les plans. Mohamed, si tu nous entends, en bas à gauche, il y a un type. Mais on a des chances, là. À un moment donné, s'il vire tout le monde, on va pouvoir... en vrai, j'en voudrais pas du poste parce qu'il y a une pression de fou. Hein. Et je veux terminer, parce qu'on est encore dans le chapitre Alpine, puisque c'est évidemment lié à la FIA sur ce coup-là. Je veux terminer en vous disant que ça y est, ce week-end, j'ai obtenu enfin quelque chose qu'Alpine n'a pas, ou qu'Alpine n'a plus, puisque moi maintenant j'ai un Oscar, contrairement à Alpine. Donc je suis très content. Et oui, c'est une blague qui est préparée depuis cet après-midi. J'en suis personnellement ravi. Donc, voilà, et on salue évidemment les gens qui nous écoutent en podcast, qui n'ont pas compris. Toute La blague visuelle, c'est pas grave. Pas mal. On vous la refera dans le Racing Café, vous en faites pas, vous pourrez toujours ne pas la comprendre. Donc, non, tu peux la rendre à Jean Dujardin. Je lui ai volé, il n'est pas au courant. Passons tout cela sous silence. D'ailleurs, les Oscars qui eux aussi sont incapables des fois d'annoncer le bon vainqueur. Donc finalement, c'est pas que lié, c'est pas que réservé à la FIA, genre de conneries. Mais du coup, il a pris quoi comme pénalité Will Smith? J'ai perdu. Je crois que ça a mis une claque à sa saison. Il a pris 3 places dans le rang, il sera au 4e rang. Ah merde, mais je vois plus. Ils ont mis Yao Ming devant moi, là. Je ne peux plus voir, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il nous reste? Alfa Romeo, voilà, Alfa Romeo. En parlant de plus voir, transition, Alfa Romeo. Alfa Romeo, on ne voit plus depuis 15 courses. La dernière fois qu'on les a vus, c'est quand Joe était en Todo, donc écoutez, bon, voilà, c'est rude. Complexe. Joe qui fait une belle course, enfin voilà, encore une fois, bon, je trouve qu'il fait pas un mauvais. Ah, mais il était pénalisé, il fait un bon tour, c'est dommage. Parce que, alors déjà, je ne sais pas si vous avez vu, Alfa Romeo a supprimé après, mais ils ont mis une espèce de scud à la FIA quand il a perdu son tour. Ils ont marqué Joe perd son tour après être sorti de piste. Ils ont marqué c'était une infraction mineure au règlement des limites. Ah, j'aurais dû le laisser. Oh non, j'ai la capture d'écran. J'ai la capture d'écran sur mon ordi, mais il est incroyable. Faut que je le remette à l'occasion. Ah, c'est le tweet de l'année, celui-là. Ah, c'était et puis je me doutais qu'il allait le virer. Et c'est vrai que pour le coup, Joe dit, pour moi, c'était limite. C'était en tout cas, il y avait discussion sur est-ce que le chrono était annulable. Le problème, c'est que ça jouait une place en Q3 et du coup, il n'y a pas le temps on ne stoppe pas une qualif pour ça, donc de toute façon, il n'y a pas de réclamation à porter. Mais tu vois, Manu, encore une fois, il y a eu discussion sur est-ce que ça... Non,
Un temps autour annulé, ça doit pas être compliqué. Il y a des capteurs, tu passes le Il capteur. faut mettre des merci, capteurs, c'est- bien sûr. Voilà, c'est pas difficile, mais bon, voilà, c'est la FIA et on a l'habitude. Valtteri Bottas, bah, c'est Ouais. dommage parce qu'il était bon au début de saison. Alors là, Ça fait un moment qu'on a perdu le Bottas du début de saison. Ouais. C'est vrai que là, on a retrouvé le Bottas de la fin de Mercedes plutôt là. Ouais. Plus Je compliqué. crois que depuis le Bob Cochonou, ça va plus du tout. Non, aurait-il un bien Joseph. il a trop mangé. Moi, je trouve que celui qui s'est le mieux débrouillé chez Alfa Romeo ce week-end, c'est Théo Pourchaire dans la cabine Ouais. de la RTBF et d'F1 TV. Ah, il a fait des bons. Je l'ai essais trouvé libres, hein. vraiment excellent. Ouais. Pour le coup, là, ça a mis un coup de frais à toute la cabine. Gaëtan, il était reparti comme en 40. Là, Ouais. Mais Gaëtan était hyper. Du coup, il était très à passer la parole à Théo. C'était bien parce qu'en fait, il y avait une vraie émulation entre les deux. Et surtout, on apprenait plein de trucs. On a eu beaucoup de commentaires techniques de la part de Pourchaire. Ils sont ressentis aussi sur la piste après, grâce à ses essais du week-end. Donc, c'est Moi, très je vais bien. pas Et c'est le week-end qui était très bon. Il a été prudent. Il a bossé, Il fait a un fait bon une très travail de bonne fond. séance. Et Vasseur a dit qu'il avait été plus que surpris agréablement par les essais de Pourchaire. Ouais. Moi, Ouais, puis en- Vas-y. Vas-y. Non, Non, mais moi, vas-y. je vais être franc. Manu peut confirmer. Moi, j'ai envoyé un message à nos potes là, avant le départ en disant Mon Dieu, c'est Théo Pourchaire sur F1 TV, je pense que ça va être terrible. Fin du tour de formation, moi j'étais conquis. Hein, c'est-à-dire qu'il a expliqué en détail on ses s'est essais. vite, Machin. Enfin, c'était Ouais, un on a régal. vite été content. Après, c'est pas la carrière qui veut. Quoi. Mais bon. Non, Alors, mais- en temps de Vasseur, il lui dit je veux le garder absolument comme pilote de réserve l'an prochain. On lui trouvera un programme. Donc, on sent qu'il fait un gros travail de fond en coulisses qu'on voit pas et qu'il est très apprécié des équipes, qu'il a fait des essais libres 1 qu'il fallait faire, c'est-à-dire sans amuser la galerie, être solide et très propre. Donc voilà, je sais pas, je pense pas qu'il repartira en F2. Alors apparemment, prochain. si. Si. Apparemment, Hart lui a proposé une place et en fait, tu sais qu'il y a des liens entre Vasseur et Hart. Ouais. Et je pense que en fait, Vasseur ne veut pas que Pourchaire aille se perdre au Japon, à mon avis. Je pense qu'il veut l'avoir le plus près possible de l'Europe et de l'usine très souvent. Après, Et voilà. je pense qu'il sera mieux en F2 sur ce plan-là. En tout cas, s'il veut être très souvent en travail avec l'équipe, il sera mieux en F2 qu'en Super Formula, qui est son autre vraie option. La Formule 1, a priori, n'est pas une option pour lui. Donc, ça peut être un piège aussi, la Formule 2. Hein, Tu dis, Alex, c'est pas une carrière. Après, voilà, s'il veut. Mais non, parce qu'il y a déjà Ricardo aussi avec Gaëtan. Ah oui. Non, mais attention, parce que tu remarques, parce que tu demandes à Gaëtan Vignon, donc la moitié de la grille est belge, mais la moitié de la grille est aussi passée dans sa cabine commenter des Grands Prix. Donc, c'est parce que il me rappelle à chaque fois, Esteban Ocon qui a commenté chez nous, et là, il gagne en Hongrie, ça fait plaisir. Hein, il y a eu Charles Pic aussi à l'époque, c'était Bah, autre chose. Mais après, je vois, on parle de Pourchaire, s'il rate sa 3e saison, il sera enterré et tout ça. Non, en fait, parce que ce qu'il vaut en F2 ne définit pas ce qu'il vaut en F1. Un peu, évidemment. Mais on a vu qu'en F2, il n'est pas non plus mauvais, donc il ne dira pas mauvais du jour au lendemain. Et s'il a un programme en F1 qui est assez intense à côté, qui bosse ce week-end un peu à la manière de ce que faisait un Ocon pour Mercedes en 2019, en fait, qu'il est dans le simulateur les vendredis et puis réserviste les samedis et tout ça, enfin samedi-dimanche. Est-ce que c'est pas là justement qu'il pourrait décrocher sa chance pour 2024 faut pas oublier que 2024, Joe n'aura plus de contrat, Bottas a une option à activer, donc finalement Pourchaire aurait sa chance aussi à ce moment-là, et sachant qu'après il y aura toujours aussi l'arrivée possible de Audi qui jouera en Audi. Mais ça pour l'instant il n'a pas à y penser, et s'il peut décrocher un rôle assez important et assez intense avec Alpha en 2023, à mon avis, c'est ce qu'il peut faire de mieux. Et la F2 servira uniquement à ce qu'il garde le réflexe de la course, tout simplement. Si Vasseur titularise Pourchaire après une mauvaise saison de F2 et que Pourchaire devient un crack en F1, le gaillard va commencer à avoir une réputation de flair dans le paddock parce qu'il met Joe qui, honnêtement, en F2 n'a jamais été transcendant et là, en F1... Et Sauber avait déjà fait le coup avec Kobayashi aussi. Ils avaient Kobayashi. Ah non, c'est Toyota qui le... Bah, Toyota lui fait faire 2-3 Grands Prix, mais c'est après c'est Sauber qui le recrute, donc... Ouais. Ils auraient pu ne pas le faire aussi. Enfin voilà, c'est des trucs où même à Felipe Nasser, hein, tu vas me dire, à l'époque, Nasser en F1, c'était pas non plus minable. Hein. Alors, non, un crack. Vraiment, je ne comprends pas parce que c'est quand même une émission où on vient de citer 2 fois Felipe Nasser. Où là, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas trop dans quelle réalité on vit, mais tu vois, tu dis Sauber a fait le coup avec Ericsson. Non, c'est chez Caterham qui débute. Puis Ericsson, bon. Ericsson, voilà. Vainqueur des 500 Minneapolis, pour moi, ça peut être une Ericsson, faut pas oublier.
Ericsson, il faut pas oublier qu'il arrive à battre Verlaine en duel juste parce qu'il est soutenu. Mais Ericsson, normalement, ça passe pas 2015 sur ses résultats. C'est parce que Parce Verlaine. que, Ce que tu dis, c'est parce que regarde, Verlaine est une tête de. Tête de. Je vous laisse remplir. alors, on a cité Nasser, Ericsson, il reste qui là C'était Arianto, Verlaine aussi. peut-être. Putain, Arianto. c'était Verlaine. Ouais, mais Van der Gaard, il compte ou pas du coup parce que... Roberto Meri. Qui est revenu en Formule 2 d'ailleurs, non? Ouais. Et en Formule 3. Et qui est très mauvais. Ouais, le pilote le plus âgé de l'histoire de la F2 de la F3, non, maintenant. Le mec qui a couru à 31 ans en F3. Là. Ouais, voilà. Mais attends, Non, il a fait 30 ans. Il a couru à 29 ans en F3. Il est revenu à 31 ans en F2. Ouais, c'est ça. D'accord, les C'est- F4. j'aime bien le gars qui s'est quand même dit. Voilà, c'est. En fait, Roberto Meri, c'est un mec qui joue au jeu de F1 Codemaster. Tu vois, il a fait sa carrière en F1. Et là, il s'est dit, bah c'est bon, voilà, je suis au jeu d'après, bah, je vais recommencer tout en bas de l'échelle. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors. Il fait les montagnes russes, mais c'est F3, F2, F1, F2, F3, F2. Et depuis, c'est redescendu, mais les montagnes russes sont restées dans la vallée, malheureusement. Pour lui, c'était compliqué. Donc, la première fois que je veux dire, Ericsson, il a bien montré sa grosse bague ce week-end. Ah bah c'est obligatoire maintenant, à un moment donné. Tu gagnes Indy 500, t'as une bague qui fait une espèce de rubis gigantesque sur le doigt. Bon voilà, ça te fait perdre 4 dixièmes au tour, mais... Sinon, Alpha aurait dû logiquement perdre sa 6e place au classement sur Aston Martin, mais un petit peu sauvé par le crash de Stroll et la catastrophe au stand de Vettel, mais ça devrait arriver très prochainement. Qu'un point d'avance. Sur Martin Delicate qui nous demande s'il n'y a aucune chance de voir Théo Pourchaire chez As à la place de Mick Schumacher. Non, Aucune. c'est aucune. Ça, au moins... N'oublions pas, il y a une seule réalité, si Schumacher ne pilote pas, c'est Hülkenberg. Mais vraiment, pour le coup, c'est l'un ou l'autre. Mais non, parce que Giovinazzi dit qu'il n'a pas habité. Elles étaient déjà néantes, ces chances. Ah Dieu, mais en plus, je suis sûr, après il est rentré au garage. C'est pas grave. Non, mais Puis il est allé voir, imaginez il est allé voir dans le camion pour le débriefing, il n'y avait plus personne. Vous êtes où? Ils sont tous imaginez cachés. le moment où en fait il aurait déjà eu un contrat signé avec As avant les essais libres, et que les essais libres c'était juste une manière de l'entraîner pour l'an prochain. Bon, ce qui n'était pas illogique quand à l'époque on a appris qu'il roulerait en essais libres. Et ben Ginas, il est arrivé, il a pris le contrat, il a fait bonjour. Allez. Alors, j'ai tendance à penser que Ferrari voulait le remettre au volant d'une F1 pour voir un peu la suite à donner au soutien qu'il lui apporte. Et je pense vraiment, que fin d'année, on va nous dire Giovinazzi, c'est terminé, plus de lien avec Ferrari. Parce qu'il fait une saison de merde en FE. Et là, je pense qu'ils ont juste voulu voir ce qu'il valait en F1. Et honnêtement, Non, par contre, ça peut être un bon pilote pour le Mans. Ferrari, non. Oui, c'est vrai. Il y a des murs au Mans aussi, hein. Ça règle pas le problème. Hein. Ça dure plus longtemps qu'une minute, l'épreuve. Oh là là, 24 heures du Mans. Dans 3-4 ans, Ferrari qui prend le départ. Ah, bah, c'est Giovinazzi. C'est terminé. 4e virage, c'était les 24 mètres du Mans. Imaginez qu'il soit avec Carlos Sainz dans la même voiture, et alors là, pour le coup, pas beaucoup de kilomètres. Là. La voiture n'a aucune chance de passer le premier tour. La voiture, elle passe même pas la journée test là. C'est même plus. Mais elle se qualifie très bien, par contre. Ah bah là, elle est au sommet. C'est tout. Et puis bah écoutez, il nous reste Williams. Si je dis pas de bêtises, hein, vous dites. Alors à moins que vous me sortiez, on n'a pas fait Red Bull, connard, mais ça devrait normalement aller. C'est pas prévu. Même si on n'avait pas fait Red Bull, on t'insulterait pas forcément. Et du coup, bah regardez, voilà, Williams, Latifi Albon, bon pas Latifi. J'ai même pas vu, en fait, j'ai vu en tête à queue, mais j'ai pas vu l'action. Il est parti tout seul. Ouais, il se manque 2 fois en fait. Il manque de partir une première fois, puis finalement il a perdu une deuxième fois. Comme quoi, il faut toujours persévérer dans la vie. Puis après, il refuse de laisser passer Schumacher. Parce qu'il l'a quand même bien tassé en dehors de la piste, au point qu'il y a eu contact entre les deux. Excusez-moi, mais Pyroxyle qui continue sur Giovinazzi, ça. Sorti au pesage. Oh là. On a sorti la voiture du. Et pour elle s'est pris la toile du. Abandon au pesage. Elle a percuté la barrière, il y a 3 fans qui sont tombés derrière, c'est terrible. Affreux. Alors, pour revenir sur Latifi, là encore, il a pas fait le pire samedi de son histoire. Il termine qu'à 2-3 dixièmes de Albon. C'est la course qui était vraiment catastrophique. Et c'était surtout le week-end d'Albon qui était, pour moi, exemplaire également. Excellent.
Albon est vraiment incroyable. Je suis super content qu'il l'ait prolongé pour plusieurs années parce qu'en fait, Williams aujourd'hui a presque de la chance d'avoir recruté un pilote aussi bon. Ils ont de la chance d'avoir des pilotes comme ça dans le paddock qui puissent accéder à ce genre de volant parce que sur la base des résultats de Williams, jamais ils auraient pu avoir l'ambition d'avoir un tel pilote et je pense vraiment qu'Albon est sous-estimé, possiblement un des pilotes les plus sous-estimés de la grille aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'il a fait une mauvaise saison en 2021 chez Red Bull, mais il fait une excellente saison 2020, pardon, il fait une excellente saison 2019 chez Toro Rosso et chez Red Bull, où il manque de faire un podium en fin de saison, et où globalement il prend très rapidement le rythme qui était celui de Gasly avant. Et voilà, et c'est un pilote qui était excellent en F2, qui était excellent en F1, et je pense vraiment que si Williams arrive à lui donner une bonne voiture, ils feront Q3 et points sans problème, parce qu'il en est déjà pas loin en fait. Il se qualifie 11e, non 12e. Il termine à un souffle de Norris. 27 millième, ouais, je crois. Ouais. C'était très bien. Il était très proche de Norris. Il termine à un souffle de Norris au classement F2. 11e, et ouais, c'est ça. Non, au classement F2, ouais. Mais donc, c'est vrai que Williams, quand même, ils ont fait Norris aujourd'hui. Depuis, en 2018, il y avait Sirotkin et Stroll, c'était quand même vraiment pas terrible. Enfin, depuis, ils ont quand même aligné les saisons avec Russell. Maintenant, ils ont Albon. C'est vrai qu'ils ont ils arrivent à avoir des pilotes. On peut difficilement comparer, mais je trouve que ce que fait Albon avec Williams, pour moi, me rappelle un peu. En fait, si on me fait un peu une triangulaire hasardeuse face à Latifi, c'est ce que fait Albon n'est pas ridicule du tout par rapport à ce que faisait Russell. Donc, ça coïncide justement avec ce que tu disais, Alex, qu'il est au niveau des pilotes de Russell avait mis une pâtée à Norris et Albon durant cette année F2. Pour moi, je pense qu'il est quand même au-dessus, au moins d'Albon. Bah, les chiffres ne mentent pas, il est loin devant au championnat. Donc, après, il avait une équipe. Non, championnat F2. F2, il avait une équipe un peu meilleure. Ouais. Non, mais oui, Russell, après. C'est vrai que c'est du bon boulot, Albon, quand même. Là, c'est du très très solide. Bon, bah, messieurs, écoutez, 22h22, je pense que c'est très bien. 22h22 en 2022, on peut pas faire mieux. C'est phrase extrêmement ringarde. Hein. Là, notez-la. Oh la vache. C'est-à-dire que plus les années passent et plus on va finir tard. Ah non, mais là, c'était. Waouh, c'était. Là, je suis à 2 doigts de vous rendre l'antenne à Michel Drucker qui va vous annoncer le nouvel an 1974, là, parce que c'est. Oh la vache. C'était. Ouais, il y avait un petit goût de passé. Ouais, ça faisait. Ouais, écoutez. À un moment donné, hein, c'était le 19e Grand Prix de la saison, hein, donc bon, on est lessivé. Il faut, comme on dit à la FIA, il faut pas regarder dans le rétroviseur, ça sert à rien. Mais par contre, tu dis 19e Grand Prix de la saison, ressenti 36, hein, faut pas oublier. C'est dur. Du calendrier. Mais ça va. Il en reste, il en reste que 3. Tout va bien. C'est comme les températures, Alex, tu sais, on dit température, temps, ressenti. Ouais. Mais il en reste 4, est-ce qu'il y a une course sprint? Ah oui, il va falloir se. J'avais oublié, dis donc. Exact, ouais. J'avais totalement oublié. Ouais, mais là, si Hamilton part dernier du sprint, ça va être quand même beaucoup moins intéressant que l'an dernier, donc c'est pas. Pour moi, s'ils veulent une victoire cette année, Mercedes, il faut mettre un moteur neuf à Hamilton à Interlagos. On se rendra compte que le moteur 2022 est anémique. Du coup, ça ne l'aide quand même pas. Et oui, Laurentin, il y a une course sprint au Grand Prix du Brésil. Et oui, on n'en a eu que 2 cette année. On ressent 27 à peu près, mais non. Vivement l'an prochain, il est 6. C'est bien. Et les essais libres. À Jeddah, Miami, Monaco, Las Vegas. La course sprint à Monaco, je veux. Ah, mais tu rigoles, mais on va en avoir une sur un de ces circuits, c'est sûr. C'est sûr. À Las Vegas, obligé. Ah, mais là. Déjà, Imola, ça va arriver, c'était un peu limite, Imola, finalement. C'est oh là là. Sachant qu'après, on aura des qualifications sprint le vendredi. Ouais, mais des essais libres sprint. Mais attends, tu mets un sprint à Las Vegas, mais tu fais tout le reste du week-end à quelle heure? Parce que déjà que tu fais la course un samedi à 22h, alors après, la qualif sprint, on va la mettre. Par contre, la qualif sprint, ça va être le vendredi à midi, comme ça, c'est 19h en France. Mais les Liberty Media calculaient que quand les gens dorment, c'était pas rentable. Ils n'étaient pas devant leur télé et ils achetaient pas de Eh non, Laurentin, on n'a pas encore eu les 3. Ah oui, on a ça. Ils ont vu les 24 heures du mois, ils se sont dit, mais c'est pas mal en fait le concept de cette course. Ah, mais de toute façon, à partir du moment où Ross Brown a allumé sa télé et que pour la 17e fois, un consultant ou un commentateur a dit, mais vous savez, aujourd'hui, Le Mans, c'est un sprint de 24 heures, l'autre il s'est dit, oh la vache, on a un truc à faire là. Oh allô Stéphano. Et Ross Brown, il regarde les 24 heures du Mans comme ça tout le temps.
Mais enfin, Ross, ça fait 1h30 qu'on est sous safety car parce qu'un rail a changé. Je m'en fous, c'est un sprint. Bah oui, il aurait rien changé parce que Giovinazzi s'est tapé, il a tapé dedans. Ah, autant vous dire que oui, on a Puis au moins, il n'y a déjà... personne qui réclame un drapeau rouge, là, donc c'est bien. Mais déjà, rassurez-vous, il y a le Grand Prix du Mexique ce week-end, où du coup, le record d'affluence d'Austin risque déjà d'être battu. Donc là, 440 000, ça risque d'être quand même compliqué, mais il y a un stade. Il y a un stade de baseball, donc ça peut déjà ramener pas mal de choses. Nicolas Johnny, les points. Ah, c'est bien, ça, on devrait en donner 100 pour chaque tour entamé. Ça va finir, la F1 va finir avec autant de points que le Supercar en Australie, où les mecs finissent champion avec 3600 points. Et tout. Enfin, La NASCAR. oui, Après, il y aurait des. Dans les statistiques, ce serait voilà. Hülkenberg dépasse Hamilton en nombre de points. Bravo. Bon. Les stats, ce serait. Et voilà, bravo à Oscar Piastri qui dépasse Hamilton en nombre de points en une saison. Bravo à lui. Hein. Il vient d'arriver en F1, mais seulement après 37 courses cette année. Et en nombre de Grands Prix disputés. Mais c'est ça. Vous savez que bientôt, on va être là, les fins de saison de rookie, on va être là, et bravo à un tel qui fait sa première saison F1 et qui dépasse en termes de Grands Prix disputés. Jesse Stewart, Jim Clark, Alberto C'est un Ascari. record de longévité. plus qu'une demi-saison pour rattraper Fernando Alonso, bravo à lui. Enfin, vraiment, c'est le pilote qui a le plus couru pour Ferrari, il y est maintenant depuis 2 saisons. Ah non, mais c'est vraiment... ça va être... Mais c'est bien parce que ça passe beaucoup plus crème. Ah, quand on a mis les points au 10 premiers avec 25 points pour le premier, je peux te dire que les défenseurs des statistiques ont levé les boucliers. Par contre, maintenant qu'il y a 37 Grands Prix, 22 sprints, 12 essais libres qui comptent comme des courses, ça ne change personne. Même quand je fais des comparaisons pour Next-Gen en 2 saisons, entre saison, le nombre de points marqués, pour les comparer en pourcentage, bah là, ça complique tout. Hein. Ça va plus du tout. C'est sûr que dans quelques années, quand tu vas dire il a déjà marqué 1300 points en Formule 1 en 17 Grands Prix, c'est 12% des points qu'il pouvait marquer au total. Ah, ça va être beaucoup. Ah, ça va devenir compliqué. Bon, en tout cas, on espère que cette émission vous a plu et que vous avez hâte de vivre justement ces saisons à beaucoup de Grands Prix. Le Grand Prix du Mexique, c'est ce week-end. Et donc, une pensée vue pour les yeux de Paul qui resteront tout petits pendant encore toute une semaine. C'est encore ouvert. Ne croyez pas, ils sont encore ouverts. Oui, mais t'inquiète pas, il y a le Brésil après. Qui est quand même à des horaires plus acceptables, effectivement. Les prochaines pour les F1 Playoffs, nous dit Nitram. Ça, c'est la prochaine grande idée, ça. Ça arrivera, oui, en fait. Ça arrivera un jour. Les sprints et cette précision. Merci Paul, merci Manu, merci Alex. Encore une fois, Liberty Media, si vous voulez des idées, n'hésitez pas, on est là et on se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain pour un nouveau numéro de Grand Prix. Et jeudi pour le Racing Café, quand même, n'oubliez pas. Ciao, ciao. Au revoir. Salut. Bye.